Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Jeune joueur prometteur formé à Livry-Gargan, il rejoint l'Olympique Nice Natation à 17 ans. C'est là qu'il va pouvoir prendre son envol. Dans cet épisode, notre invité nous raconte son parcours de joueur et comment, après avoir découvert le championnat d'été de water-polo à Malte, il en est tombé amoureux. Naturalisé après son mariage, il a porté le bonnet maltais. Depuis plus de 15 ans, dans ce pays qui est le plus petit pays d'Europe, il développe le water-polo féminin. Allez, c'est parti! Bonjour Aurélien, merci d'être présent sur le podcast de La Pointe. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Merci à toi, Christophe. Aurélien Cousin, ex-poloiste. J'ai débuté ma carrière à Livry-Gargan dans le 93. Donc, je suis un Parisien. J'ai fait mes armes en junior là-bas. Ensuite, je suis parti au Racing Club de France pour quelques années. Et derrière, c'est là où tout s'est un peu enclenché pour moi, où Nice est venu me chercher quand j'avais 17 ans. Et voilà, 4 ans à Nice, 1 an à Marseille, 1 an en Italie, à Bogliasco, 4 ans à Nice et pour finir 3 ans à Strasbourg. Et derrière, j'ai décidé de partir sur Malte, une petite île de la Méditerranée, où ça va faire bientôt 15 ans que je suis installé là-bas, où j'ai pu jouer et maintenant entraîner un club et les équipes nationales féminines. Alors on reviendra sur cette dernière partie au fil de cet épisode. Pour commencer, je voudrais revenir un petit peu donc sur ta carrière de joueur. Donc tu as commencé donc en jeune à Livry-Gargan. Ensuite tu as enchaîné au Racing. Bon, on pourrait dire qu'il y a une petite suite logique. Et puis, on sait que dans les clubs parisiens, les joueurs changent assez régulièrement de club. Et ensuite, tu as basculé à Nice, donc à 17 ans. Comment ça s'est passé? Comment Nice est venu te chercher pour venir? Parce qu'un jeune joueur à 17 ans, à l'époque, c'était pas forcément très courant, à part à 7. Mais en fait, cette année-là, le Racing a fermé ses portes. Donc, ça, c'était en été 97. Et ils ont décidé de fermer la section water-polo. Donc voilà, en étant, je pense, un jeune prometteur, j'ai eu pas mal d'offres de plusieurs clubs. Et le projet de Nice qui venait de regagner le championnat de France, ça a pesé dans la balance et je me suis dit, allez, si je dois partir quelque part maintenant, autant le faire dans le club qui est champion de France pour passer un niveau. Et voilà, donc après, Richard Papazian, qui était le président, le président, manager, plusieurs rôles comme on connaît de lui, est venu me voir à Paris et a réussi à convaincre ma mère parce que vu que j'avais 17 ans, c'était quand même, ma mère devait donner l'aval pour mon départ. Et voilà, tout s'est fait. Et, Richard m'a mis dans une famille d'accueil pour commencer parce que vu que j'étais mineur. Et voilà, je suis parti à Nice en septembre pour l'aventure et pour la natation. Ouais. Donc tu as fait quelques saisons à Nice, tu as gagné quelques titres, je m'en souviens un petit peu. Ensuite, tu es parti une année à Marseille avec l'arrivée, ça concordait avec l'arrivée de Nicolas Stamenic. Est-ce que tu peux nous parler juste de cette expérience et avec cet entraîneur? On en a parlé déjà dans des épisodes précédents. Toi, comment tu l'as vécu? Moi, j'ai été à Marseille, pas dans l'optique de faire 1 an, bien sûr. Quand j'ai appris que Nicolas Stamenic venait à Marseille, j'avais 21 ans et je me suis dit ça devrait être la suite logique pour mon apprentissage parce que j'étais encore jeune et je me suis dit rien de mieux que d'avoir Nicolas Stamenic en tant qu'entraîneur. Donc Marseille m'a contacté aussi et tout s'est fait très rapidement. On va dire que pour moi l'aventure marseillaise c'est comme un Parisien à Marseille, ça s'est pas passé super bien. Nicolas Stamenic, la première année, n'était pas le Nicolas Stamenic que j'attendais. Je pense qu'il avait une maladie qui l'a empêché d'entraîner comme il l'aurait voulu lui. On avait une équipe axée autour d'étrangers qui venaient des Jeux Olympiques russes, slovènes, très très forte équipe. Et je pense que cette année-là, c'était pas
le vrai Nicolas Samilic pour lequel j'étais venu, et mon aventure marseillaise n'a pas été des meilleures. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a fait partir sur une autre équipe, ou est-ce que aussi le challenge, puisque tu as été le premier Français dans un championnat majeur, à Bogliasco, est-ce que c'est Bogliasco qui t'a contacté et du coup tu t'es dit bah tiens Marseille ça correspond pas à mes attentes donc du coup je pars, ou c'était un mélange de plein d'autres choses? Bon, t'as évoqué le Paris-Marseille, mais je pense pas que ça soit que ça. Non, non, mais en fait, la fin de la saison, j'étais parti pour rester à Marseille. J'aime pas rester sur un échec. Bogliasco ne devait pas être en première division l'année d'après, mais vu du forfait de Bologne, ils ont été repêchés, donc ils ont dû faire un recrutement tardif et trouver des étrangers au mois d'août, c'est pas évident. Ils m'ont contacté et vu que je suis un peu un aventurier, la preuve que je suis un mal, je me suis dit avoir une expérience à l'étranger à 22 ans. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et après aussi, il faut dire que si mon aventure à Marseille s'était beaucoup mieux passée, j'aurais réfléchi à deux fois. Mais là, avec une année où j'ai presque pas joué et avoir la possibilité de jouer en Italie, qui à l'époque était le championnat phare en Europe, avec les meilleurs étrangers, donc pouvoir me confronter aux meilleurs étrangers à mon âge, bah voilà, j'ai pas hésité deux fois et j'ai pris ma voiture, j'ai été signer le contrat à Bogliasco et c'est parti. On va voir ce qui va se passer pour la suite. Alors, cette expérience à Bogliasco a duré qu'une année. Pareil, est-ce que t'avais un contrat que d'un an, ou qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'après tu es revenu à Nice pour 4 ans? Alors, les contrats en Italie, à l'époque, mais je pense que maintenant c'est pareil, 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça dépend toujours de ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de payer. J'étais parti pour un contrat d'1 an. Tout s'est bien passé parce que l'objectif du club était de se maintenir en A1 et on a réussi. On a mis Rome en A2, ce qui est quand même quelque chose qui est pas évident. À la fin du championnat, les étrangers et l'entraîneur ont été confirmés. Mais voilà, on est en Italie et un mois après, ils ont décidé de changer l'entraîneur parce qu'il y a un entraîneur qui voulait revenir à Bogliasco et cet entraîneur avait déjà ses joueurs étrangers sur son petit papier. Donc c'était facile de faire partir le petit Français, quoi. À 23 ans, le petit Français qui défend plus que il n'attaque. En Italie, on veut des étrangers qui marquent des buts. Donc ils m'ont dit gentiment, l'année prochaine, tu dois trouver un club. D'accord. Et du coup, c'est toi qui es revenu vers Nice, ou c'est Nice qui est revenu vers toi, sachant que tu resterais pas en Italie? Bah, pendant l'été, il y avait une équipe nationale avec la France. Il y avait Richard je pense que Richard qui était là en tant que délégué et on a discuté et il m'a dit c'est quoi ta situation l'année prochaine? Je dis bah voilà, j'ai pas de club. J'ai pas de club. Pour l'instant, je pars d'Italie. Il m'a dit je veux revenir à Nice. Et bon voilà, je connaissais la maison et j'ai dit Nice était encore champion jusqu'à pour longtemps, mais était encore champion. Donc voilà, je me suis dit autant retourner dans un endroit que je connais bien et continuer mon aventure à Nice. Donc là, tu gagnes 3 titres, si je me trompe pas, à Nice encore, et à l'issue de ces 4 ans, tu pars pour 3 ans à Strasbourg. Comment ça s'est passé? Je crois que peut-être Franck Missy était l'entraîneur à Strasbourg à ce moment-là, non? Alors, j'ai pas gagné 3 titres. Marseille a repris vite le contrôle une fois que je suis Ouais. arrivé à Nice. J'ai gagné un titre. Je pense que c'était en 2004 ou 2005 le dernier. Et après, Marseille a repris le titre et l'a gardé. Donc, j'ai dû perdre 3 finales. Je pense, hein. Après, tu pourras me corriger si je dis des bêtises. Après, ensuite, voilà, Marc Vidil était entraîneur de Nice. Et bah voilà, j'arrivais 27 ans, 26, 27 ans. Et bon, ben Marc est un très très bon formateur, mais je pense que à cette époque-là, j'attendais plus un entraîneur qui voulait faire gagner plutôt qu'un entraîneur qui voulait me former. Et bon, bah on a eu quelques petits différends, voilà, à cette époque. Et j'ai décidé de partir de Nice. J'ai été voir Richard avant le Final Four français. Et je lui ai dit voilà, ben l'année prochaine je serai plus niçois
Et je savais même pas où aller. J'avais aucun contact avec aucun club. Et bon, voilà, le Strasbourg m'a contacté 24 heures après parce que Sébastien Berenguel a pris les rênes de Strasbourg après Franck Missy. Donc, c'est lui qui allait entraîner Strasbourg et il m'a dit, si t'es intéressé de venir en Alsace. Donc, voilà, repartir dans une autre région, c'est parti à l'aventure. On va aller en Alsace, ça va changer du soleil et la mer à la, à la pluie et la neige, ça change. Mais bon, voilà, je suis parti à Strasbourg. Entre-temps, faut savoir que j'ai fait mon premier été en tant que joueur à Malte. Donc, ça a été un peu la course parce que j'ai fini le Final Four à Marseille, un dimanche. Le mardi, je partais à Malte et le lundi, je devais évacuer les lieux de mon logement à Nice et tout. Donc, ça a pas été, ça a été une course contre la montre. Mais voilà, et après, j'ai décidé de partir à Strasbourg, où j'ai fait 3 ans. Ok, donc tu viens de nous faire une petite transition puisque du coup tu as commencé donc le championnat d'été à Malte. Comment ont été pris les premiers contacts? Parce que Malte, alors peut-être on y reviendra par la suite, mais à cette époque-là, Malte avait peu d'étrangers pour son championnat d'été et était plutôt sur des joueurs extrêmement majeurs des championnats européens. Tamás Varga, Emmanuel Duché a joué à Malte. Comment ça s'est passé cette arrivée estivale? Oui, ben Manu a été le premier Français à jouer dans le championnat d'été à Malte. On m'a contacté. Alors, le club qui m'a contacté l'année précédente avait Rerben Silvis comme étranger, donc qui jouait avec moi à Nice. Et ils l'ont contacté encore pour revenir l'été 2007, mais Rerben avait l'équipe nationale et ne pouvait pas se déplacer, donc ils lui ont demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait les qualités entre guillemets pour évoluer dans le championnat maltais. Voilà, il a donné mes coordonnées et puis voilà, tout s'est fait naturellement. J'ai été contacté et moi, j'ai été le le compagnon de chambre de Manu pendant des années à Nice. Donc, il me parlait de ses aventures à Malte l'été, il me faisait rêver. Et j'ai toujours dit, si un jour j'ai l'occasion, je veux faire ce championnat. Je veux y aller. Et quand on m'a contacté en 2007, j'ai même pas écouté les termes du contrat. J'aurais pu arriver sur une île où c'était la fin pour moi. J'ai dit oui, j'arrive tout de suite. Donc j'en profite puisque tu parles, on en a évoqué un petit peu, Emmanuel Duché, donc juste un petit salut à lui et sa famille, voilà, parce que c'était un bon gars avec qui aussi moi j'ai pu jouer, et je profite de cet épisode pour lui rendre un petit hommage. Donc tu arrives à Malte, je crois que c'est le club, alors je sais pas comment on le dit, mais c'est quoi, Exiles, comment on le prononce? Exiles, parce que c'est en anglais. C'est tout Ouais. simple. Ouais. Ouais. Ok. Et donc là, tu as fait les 5 années, 5 étés directement avec eux? Oui, c'est ça. J'ai fait 5 étés, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Et voilà, et je revenais en France pour les hivers, entre guillemets. Pas trop difficile. Enfin là, du coup, ça faisait quasiment pas de coupure. Tu jouais quasiment 12 mois sur 12. Quand on est en équipe nationale et les étés sont consacrés à l'équipe nationale, donc à l'arrivée, c'est la même chose. L'avantage, c'est le changement de scénario. On est en France, on a le championnat français, on voit les mêmes personnes toute l'année. Là, de partir 2 mois et demi ou 3 mois à Malte, c'est complètement différent. L'approche du water-polo à Malte est différente qu'on a en France. Ils sont beaucoup plus derrière le water-polo ici. Jouer contre des autres joueurs, des étrangers d'un certain niveau, comme tu l'as évoqué avant. Voilà, et puis rentrer un peu dans ce gratin européen, mondial, de passer un dîner avec Fodor, des champions olympiques, Vujasinovic, pour citer que. Voilà, ça change du championnat français où à l'époque on avait certains joueurs qui avaient pas le même calibre. Je veux pas dénier le- leur qualité, mais bon, c'est vrai que c'est complètement différent. On passe dans un autre monde. Et de revenir en France en septembre pour refaire le championnat français, on va dire que niveau mental, c'est beaucoup plus facile que d'enchaîner les saisons avec l'équipe nationale. C'est comme ça que je l'ai vécu. Tu as été aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur la fin un peu de ces saisons, tu as été entraîneur ou ça s'est fait après aussi au niveau à Malte? Alors,
quand j'ai décidé de venir m'installer à Malte en 2011, après le championnat d'été, le club Exiles pour lequel je jouais se séparait de l'entraîneur. Il faut dire qu'entre-temps, j'avais rencontré ma femme d'aujourd'hui. J'ai décidé, voilà, ils m'ont proposé le job d'entraîneur. Je pense que c'était à l'époque, peut-être que j'étais un peu jeune, mais je me suis dit, si je dois passer le cap, pourquoi pas m'ouvrir d'autres horizons. Donc voilà, j'ai accepté l'offre et je suis venu m'installer à Malte en 2011. Et j'ai entraîné pendant 2 ans et demi le club d'Exiles, l'équipe senior et un peu les jeunes directement. Tu as commencé donc joueur, donc pendant la saison d'été, tu viens de le dire, tu as rencontré ton épouse. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a fait rester à Malte? Est-ce que tu avais d'autres propositions ailleurs? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Non, j'avais déjà décidé d'arrêter à Strasbourg. Je sais que j'étais jeune, mais j'arrivais à un moment où, voilà, peut-être que même à cette époque-là, l'usure d'enchaîner les championnats, ça va peser. Et voilà, je me suis dit, j'entraînais les jeunes à Strasbourg, je me suis dit, voilà, c'est le moment d'arrêter pour l'instant. Mon corps, ma tête, j'ai pas trop envie de continuer. Le polo en France à cette époque, fin des années 2000, 2010. On était un peu dans le ventre mou en Europe, ça avançait pas. Il y a eu une semi-création de ligue qui a pas abouti. Il y a eu grève des arbitres, grève des joueurs. Il y a eu plein de choses pendant ces années. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter et on va essayer d'enchaîner sur une carrière d'entraîneur. Donc, je m'étais mis d'accord avec Strasbourg pour entraîner les jeunes et je suis venu à Malte et j'ai eu cette proposition. Donc, le fait que oui, voilà, il y avait ma femme, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, donc c'est vrai que c'était pas, je pouvais pas savoir que ça allait devenir la mère de mes enfants, mais bon, je me suis dit, voilà, j'ai cette opportunité-là, je suis bien à Malte, pourquoi pas? Allez, si je dois, voilà, j'ai été sur l'instinct. Toute ma carrière, j'ai voyagé à droite, à gauche, donc je me suis dit, pourquoi pas être un entraîneur à l'étranger pour changer, pour me différencier des autres, peut-être, voilà. Alors pendant cette période d'entraîneur, tu as remporté le championnat et la coupe avec le club que tu entraînais. Est-ce que tu étais entraîneur-joueur ou tu faisais qu'entraîneur là à ce moment-là? Alors, on va essayer de remettre un peu tout dans un ordre chronologique. Quand j'ai Tout dans commencé l'ordre. euh, quand je suis arrivé ici, j'ai entraîné le club d'Exiles pendant 2 ans et demi, comme je l'ai dit. Ensuite, voilà, on a décidé de se séparer d'un commun accord. Et en 2015, donc ça faisait 1 an que j'entraînais plus, j'étais à Malte, je travaillais. Et en 2015, je me suis marié et je suis devenu maltais. J'ai eu l'obtention d'un passeport maltais. Voilà, je suis toujours français, mais Ouais, excuse-moi Aurélien, mais puisque tu l'évoques, on va en parler peut-être de cette naturalisation. Tu as été naturalisé en mars 2015. Bon, c'est déjà pas courant, mais je crois que tu as bénéficié d'un processus accéléré qui a suscité quelques polémiques côté maltais. Peut-être on va faire une petite parenthèse là-dessus. faut pas lire tout ce que les journaux disent. Euh, non, enfin, alors, en 2015, j'ai le club de Saint-Gillian qui voulait se renforcer et ils ont vu qu'il y avait la possibilité que je devienne maltais, donc on a échangé et je dis voilà, moi ça me botterait bien de pouvoir replonger dans les bassins et donc voilà, on a fait les papiers qu'il fallait. Alors c'est sûr que pour devenir maltais, il y a plusieurs options. Soit tu payes, donc on est un des rares pays en Europe où tu peux payer pour avoir ton passeport, mais c'est de l'ordre de 1 million. Donc bon voilà, je suis désolé, mais je fais du water polo, donc c'était pas une option. Soit on est marié depuis 5 ans, soit on va aider le pays d'une certaine façon. Et voilà, pour moi, c'était l'option. Ils ont dit si Aurel prend le passeport maltais, il va pouvoir aider l'équipe nationale, il va pouvoir jouer pour l'équipe nationale et peut-être aider l'équipe nationale à se qualifier au championnat d'Europe plus tard. Donc on a pris cette option-là et voilà, en mars, je me suis marié, ce qui a aussi pesé dans la balance. Ma femme était enceinte, donc il y a eu plusieurs choses qui ont fait que mon passeport a été, oui, un peu accéléré, mais rien d'incroyable. Bien sûr, les autres clubs, parce que j'allais pouvoir jouer en tant que Maltais, les autres clubs ont pas trop aimé et c'est eux qui ont lancé quelques idées pour les journalistes.
Ouais, Aurélien, salut. Je voulais revenir un peu sur Christophe a balayé un petit peu le quasiment 25-30 années de ta vie poloistique. Je voulais revenir d'abord de ton départ du Racing à l'arrivée à Nice. Nice est à l'époque coaché par Paolo Malara, dont on connaît vous connaissez mieux que moi, mais les séances un peu difficiles et interminables. Comment il t'a fallu digérer un petit peu au Racing, c'était Maït encore? Non, C'était Maït Reisman qui t'entraînait au Racing à ce moment-là ou pas? non, ma dernière année au Racing, c'était pas Mike, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais même plus qui était mon entraîneur la dernière année parce que je pense qu'on a dû changer 2-3 entraîneurs pendant la saison. J'ai fait 2 ans avec Mike. D'accord. Donc quand t'es arrivé à Nice, t'as fait un saut quand même, un saut de qualité, mais un saut aussi d'intensité de travail. Tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors qualité, oui, quantité surtout. Je me rappelle, j'avais une équipe nationale junior en Italie, à Bogliasco. C'est rigolo quand on repense à la carrière. Et on a fait un stage à Nice avant de partir. Et moi, j'avais décidé de venir 4-5 jours avant pour voir comment ça se passait, les entraînements et tout. C'est vrai que passer du Racing où on nageait à cette époque-là peut-être allez 4 kilomètres par semaine et mes 4 jours à Nice d'adaptation entre guillemets, j'ai commencé à nager 4 kilomètres la première séance et je me suis dit bon bah voilà, c'est un autre monde, il y a pas de souci, 4 kilomètres, ça va le faire. J'étais un nageur à l'époque donc bon voilà, 4 kilomètres ça passe. Je pense que il a bien caché son jeu parce que quand je suis arrivé en septembre, ça a été direct 10 kilomètres. Donc j'ai pas compris. Euh, de passer de 4 10 kilomètres à kilomètres 10 kilomètres dans la journée ou 10 kilomètres, dans la terre. Aurel, 10 kilomètres dans la journée ou 10 kilomètres sur une séance? Sur une séance. Hein? Les entraînements en septembre, je me souviens, étaient de 18h à 21h. Il n'y avait pas entraînement le matin et c'était 3 heures de natation. On a fait entre 8 et 11,5, si je me souviens bien, tous les jours, pendant 3 semaines. Ok. Donc ça, c'était l'équipe Vincent Donardi, Bruno Andrieux, il y avait enfin, je peux pas tous laisser. Il y avait Crivelli déjà? C'est l'année où Crivelli est arrivé aussi. Même pour lui, ça a été un choc. Il y avait, Et ça, c'est, attends, Aurel, je t'interromps, mais ça, c'est quoi? C'est du renforcement mental ou c'est-à-dire que le mec qui lâche, on pense qu'il lâchera en match, donc jusqu'à 3 km 5, 4 km, si tu mets une bonne intensité, c'est largement suffisant. Ce 10, 11 km, ça servait à quoi concrètement? des équipes qui nagent 10 kilomètres de nos jours, je pense qu'il y a que le Japon. Par rapport aux jeux qu'ils proposent, ils sont obligés d'avoir ce type d'entraînement. Maintenant, de nos jours, je pense qu'il n'y a aucun athlète, si on leur dit demain vous nagez 10 kilomètres, je pense que l'entraîneur se retrouve tout seul. Le polo a changé. Exactement. Je pense que même à l'époque, on était la seule équipe à nager autant. Alors, c'était pourquoi? Je pense que c'est plus du mental. Je pense que c'est peut-être, alors voilà, il y a plusieurs interprétations. Je sais pas comment Christophe l'a vécu. Je sais que c'était pas évident. Je pense que c'est plus pour créer un groupe qui, quand je regarde maintenant après les années, je me dis, j'ai nagé 10 kilomètres. On était 15, 14, 13 joueurs. Tous les soirs, on nageait 10 kilomètres. Mais c'est de la folie. 10 kilomètres. Et je pense que ça a créé un groupe. Et on savait que peu importe ce qui allait arriver après, peu importe l'adversité, ben on était prêt mentalement parce que voilà, si j'arrive à nager 10 kilomètres sans me plaindre, je me suis plaint plein de fois, mais je pouvais pas le faire pendant l'entraînement. Si j'arrivais rouge comme une tomate après un 10 fois 400 ou un 10 fois 800, oui, c'est des chiffres incroyables, je sais. Mais voilà, je me disais, si j'arrive à finir ça, un match de 4 fois 8 minutes, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Donc je devrais pas me plaindre, je devrais pouvoir jouer, il y a rien qui peut m'atteindre, quoi. Je pense que moi je l'ai vécu comme ça. Après, on parle de ça, mais après Stamenic, l'année après que je sois parti de Marseille, je crois qu'un matin, il leur a fait faire 100 fois 100. Donc à l'arrivée, on est à 10 kilomètres aussi. C'était une punition ou pas, mais je sais qu'à Marseille, ils ont fait 100 fois 100. Moi, je me rappelle qu'on on a eu Dragan Matucinovic en équipe de France en 94,
qui nous avait fait un stage à Canet. Canet, pareil, on nageait 8000 sur une séance, 10 x 4, 10 x 2, 20 x 100. Le programme, il fait que 3 lignes sur le tableau, mais bon, putain, c'est raide. Et en fait, je discutais avec Vincent à l'époque et avec Bruno, et il me disait, mais nous, là, on a pris un mec à Nice, c'est pire. Et je dis, mais les gars, pire que 8000, c'est pas possible. Et il me dit, si, c'est pire, on nage plus encore avec Paolo qu'avec Dragan. Et alors c'est sûr que tu crées une espèce de commando avec une équipe qui craint rien, hein, puisque comme tu le dis justement, quand tu supportes 10 bornes à l'entraînement, bah après d'une part t'es préparé physiquement, mentalement. Après, je pense que sur le long terme, ça a quand même ses limites, parce que tu peux faire encaisser à un groupe ce genre de menu pendant une saison, 2 saisons. Tu peux pas entraîner 10 ans comme ça les mêmes. Je pense pas. Alors, si je peux me permettre de répondre aussi à cette question, puisque j'ai enchaîné les longueurs, je pense qu'à cette époque-là, Paolo venait d'arriver et il y avait eu un gros renouvellement de l'équipe. Sur 2 ans, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de jeunes joueurs qui avaient jamais joué en élite. Il y avait Cyril Dorginier, Cardoso, Estève, à un moment qui faisait partie du groupe. Voilà, on était pas mal de jeunes, pas mal avaient arrêté. Et c'est cette période-là, elle a duré 2-3 ans, pas plus. Ça, oui, ça c'est pas. Ouais. Après, on nageait quand même moins. Et ça me fait moi un parallèle avec ce qu'on a vécu à un moment aussi, la campagne des championnats d'Europe B. Aurel, je sais pas si tu t'en souviens aussi, où on a beaucoup nagé. Enfin là, je pense qu'on s'est jamais autant entraîné que cette période-là. On était 8-9, je crois, dans le groupe au départ, puisqu'après ça a été complété par des jeunes joueurs qui étaient encore en junior, dont je me souviens de Yann Clé, notamment Yann Verjade aussi, je crois, si je me trompe pas sur son prénom notamment, qui nous ont rejoint après. Brice Boost aussi, Brice Boost. Et on avait des entraînements quasiment toute la journée, quoi. On commençait le matin, on nageait, on faisait de la muscu, après on jouait les Hollandais, on avait une pause, on revenait le soir, enfin c'était un truc commando, et quand on a joué le championnat d'Europe, ben on était, moi j'ai jamais été autant en forme qu'à cette période-là, quoi. Enfin, les matchs ils passaient tout seuls. Hein. Non mais heureusement, Christophe, que quand tu t'alignes le 10 bornes d'entraînement, heureusement que t'es en forme, sinon ce serait contre-productif. Et évidemment, quand tu nages 10 bornes, un match d'1 heure, après te paraît facile. Mais je pense que mentalement, ça érode quand même un peu. Physiquement, je pense que tu vois, il y a on voit de plus en plus de joueurs actuellement qui jouent à 35, 37, 38 ans. Je doute que tu chopes un gars à 18 ans et tu lui fais faire 10 bornes. Je pense qu'il est plus dans les bassins bien avant 30 ans. Donc après, c'était peut-être une nécessité. Je critique pas, hein, mais l'équipe était peut-être pas préparée physiquement comme le voulait Paolo, et il fallait passer par cette charge de travail. Nous, on a eu Yanis Yannouris à Marseille, qui a entraîné Paolo quand il était à Pescara, qui, quand il est arrivé, a fait fuir un peu tout le monde parce que, a fait fuir un peu le premier entraînement qu'on a fait. On a fait 36 fois sans pape. Donc ça a calmé tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont arrêté. Et c'est sûr que bon, après, quand tu joues les matchs de championnat, pas dire que tu te régales, mais t'es content du samedi, parce qu'au moins c'est un jour où tu vas t'entraîner moins que les autres jours de la semaine, et t'as pas vraiment hâte au lundi. Donc Aurel, pour revenir à ça, donc tu fais Paolo, et donc t'arrives, tu nous as parlé. Alors on a eu Frédéric Audon qui nous a parlé de Stamenic, on a eu Olivier Chandieu, qui ont tous eu des regards extrêmement positifs. T'es le premier pour l'instant à nous pas avoir une réserve par rapport à la qualité évidemment de Stamenic, mais toi ça s'est pas super bien passé. C'est pas la charge d'entraînement, puisque comme tu l'as dit, tu venais de l'école de Paolo. C'est quoi en gros les exercices, et pourquoi cette année marseillaise elle a pas fonctionné, au-delà du fait que tu sois un Parisien, parce que bon, je pense que ça c'est une galéjade, mais pourquoi ça a pas fonctionné? Non, comme j'ai évoqué, moi je suis venu à Marseille pour Nicolas Stamenic, pas pour autre chose. J'étais à Nice, tout se passait bien, je jouais énormément, je commençais à prendre de l'importance en équipe nationale. Donc voilà, quand j'ai appris que Nicolas Stamenic venait à Marseille, comme je l'ai dit, je me suis dit voilà, on va pas hésiter, c'est le moment. Pareil, et comme je l'ai dit avant,
la première saison de Nicolas Samanic, et je pense que si vous devez demander à Frédéric ou à Olivier aussi, la première saison de Nicolas Samanic n'a rien à voir avec les autres saisons d'après, parce que j'ai eu des échos. Il est arrivé, et pour moi, ce que j'attendais de lui n'est pas venu en fait. Je voulais qu'il me corrige, je voulais qu'il me prenne comme si voilà, j'étais un débutant entre guillemets, et tout ce que je fais de mauvais, je sais que lui aurait pu changer en tant que joueur ma technique, voilà. Et ça s'est pas fait. Je sais qu'à plusieurs reprises à l'époque avec Frédéric et Marc Amardey, parce que c'était un peu les débuts de Marc Amardey aussi en équipe 1 à Marseille. On a été voir Nicolas, on lui a demandé est-ce qu'on peut rester après l'entraînement pour faire des exercices individuels. Et la première année, sa réponse a toujours été la même. Gammes. Non. Donc moi, je passe d'un club à Nice où je joue et voilà, je m'amuse. Voilà, c'est un sport à l'arrivée. Et je viens à Marseille pour apprendre. Et la personne qui doit faire tout ça me répond non. Et donc voilà, c'était la première. Et Aurel, sans explication? Non, sans explication. Cette année-là, il venait à l'entraînement. Comme je dis, je pense qu'il avait une maladie qu'il a pu. Il s'est guéri des années après, mais il arrivait à l'entraînement, il s'asseyait sur une chaise, il disait voilà, on fait 20 minutes de 50 mètres. Il arrivait à s'endormir sur la chaise. Je noircis un peu le personnage, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu. Donc un entraîneur de son standing qui s'endort pendant qu'on nage, déjà c'est pas la même chose que la personne, le Nicolas Samanic qui va arriver, qui va crier sur les joueurs, qui va leur sortir le meilleur d'eux-mêmes. Non. Donc il y avait aucune explication. Il venait, il faisait son entraînement, il allait manger, il partait, il revenait le soir et rebelote et ainsi de suite. Il y avait pas d'explication, rien du tout. Il était pas, comment je pourrais dire, amical. La première année, voilà, là, faut bien se mettre dans l'idée que je parle de la première année de Nicolas Samanic à Marseille, pas les années d'après où j'ai appris qu'il avait été beaucoup mieux. Et ensuite, alors c'est ma faute. Mon temps de jeu, je suis passé de jouer trois périodes à Nice à peine une période à Marseille. Donc, j'apprends pas, je joue pas. Donc, voilà, la suite logique quand Bogliasco a tapé à la porte, c'était vraiment facile de prendre une décision, quoi. Ouais, je comprends maintenant qu'on a les pièces du puzzle qu'on n'avait pas. Je comprends le passage d'un an seulement. Est-ce qui t'a apporté quand même quelque chose, je sais pas, les jambes, le placement, le shoot, la discipline, la stratégie? Est-ce que t'as quand même retiré quelque chose de positif ou même dans ta future vie d'entraîneur, est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu retires de lui et que tu appliques un petit peu maintenant que t'es coach? Pas grand-chose, c'est ça qui m'attriste en fait. Je pense qu'il a commencé à travailler l'année après que je sois parti. L'année où je suis arrivé, on avait Garbuzov, Stratan, on avait plein d'étrangers. On avait une colonie étrangère, de très bons joueurs. Donc je pense que c'est des joueurs qui n'avaient pas besoin d'être corrigés. Et je pense qu'il avait vite compris. C'était des joueurs avec des forts caractères, voilà. Donc il avait vite compris que il suffisait juste de nous maintenir en forme et ça devrait passer pour gagner le championnat. Nice a prouvé le contraire. On n'a pas gagné le championnat malgré l'équipe. Je pense que l'équipe de Marseille de cette année-là était une des meilleures équipes de Marseille avant les 5 dernières années où vraiment la qualité des étrangers qui sont à Marseille est bien au-dessus. Mais dans les années 2000, je pense que l'équipe de Marseille était une des meilleures équipes sur le papier en France. Donc retirer quelque chose de quelqu'un. Aurel, Oui, pas de souci. enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il y avait même Manu Duché qui avait quitté Nice pour aller à Marseille. Et malgré ça, Manu a eu les soucis qu'on connaît, mais malgré ça, Nice continuait quand même à truster le championnat, puisqu'au final, Samanic est resté 4 ans à Marseille et je crois pas qu'il ait gagné le championnat. Il me semble que Marseille a repris le titre l'année d'après son départ. Qu'au final, comme tu l'as dit, et je te rejoins sur la qualité de l'équipe, hein, les étrangers, il y avait Roberlin, il y avait Vorliak en plus, il y avait quand même du monde. Il y a eu Padovan, il me semble, qui a quitté Nice aussi, qui est allé à Marseille. Et malgré ça, les années sont passées et en 4 années, il n'y a pas eu du tout de reconquête du titre. Ce qui est quand même un peu bizarre vu les moyens et la qualité du staff de pas avoir réussi à regagner ce titre-là. Je pense qu'il a gagné le titre parce que comme j'ai dit,
moi, quand je suis arrivé à Marseille, donc Nice est resté champion. L'année où j'ai été à Bogliasco, Nice était encore champion. Je suis revenu à Nice, on a été champion une fois. Non, t'as peut-être raison, parce que peut-être j'ai été champion deux ans d'affilée. Et c'est les 2 dernières années. Donc oui, quand il est parti, Marseille a récupéré le championnat. Après, Stamenic, voilà, il y a différents cas d'entraîneurs. Il y a les entraîneurs qui vont former, il y a les entraîneurs qui vont changer un joueur, et il y a les entraîneurs qui vont gagner. Et je pense que c'est pas la même catégorie d'entraîneurs. Stamenic, c'est un coach. Si on regarde sa carrière en tant qu'entraîneur, il a gagné quelques titres de ci, de là, mais ce qu'on retient de lui, c'est la formation des meilleurs joueurs au monde pendant son exercice. C'est pas vraiment. Il y a des entraîneurs qui ont gagné beaucoup plus que lui, mais qui ont formé aucun joueur. Donc Stamenic, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre un joueur et qui va en tirer le meilleur possible. Par contre, Ouais, pour qui va le gagner développer, ouais. ouais, qui va le développer à son maximum. Par contre, pour gagner, je pense pas que Stamenic ce soit l'option numéro 1. Après voilà, c'est mon avis et ça n'entraîne que moi. Marseille a regagné le titre en 2005. Ouais, c'est ça. Donc, il était plus là, il me semble. Donc voilà, ben ouais, mais donc voilà, donc il a pas gagné le titre. Mais l'année où j'étais à Marseille, oui, donc il y avait, t'as évoqué Manu, il y avait Manu en pointe, on avait Galic le Slovène en deuxième pointe. En tant que gaucher, on avait Bukovac, un Slovène, Robert Lin, Garbuzov, Stratan. Voilà, bah, j'en ai déjà cité 7. C'est une sacrée équipe. Frédéric Odon Il y avait Véziak. Yes, il y avait Véziak aussi. Et il y avait Fred qui commençait à émerger à cette époque-là. Voilà, c'était une sacrée équipe sur le papier. Et surtout que les deux Russes, Garbuzov, Stratan, sortaient d'une campagne olympique où ils en font une deuxième. Donc, pour revenir à ta question principale, où j'ai le plus appris, je pense que c'est avec les étrangers, pendant les entraînements. Surtout avec Garbuzov. Stratan a un caractère un peu difficile. Garbuzov, une machine à l'entraînement. C'était quelqu'un qui, si tu voulais shooter contre lui, s'il pouvait ne pas te faire marquer un but pendant l'entraînement, ben c'était la personne contre qui tu voulais aller parce que il allait te pousser jusqu'à temps que tu puisses marquer un but contre lui. Et marquer un but contre lui en 1 contre 1, ça a été 1 an de galère pour moi. Donc voilà, si j'ai appris, c'est de beaucoup de choses, c'est dans l'eau plus que par rapport à la personne qui est en dehors de l'eau. Et donc après, tu pars à Bogliasco. Donc le championnat d'Italie, comme tu l'as justement dit, et le championnat était et reste encore en un peu moins, mais quand même des championnats majeurs en Europe. C'est quoi la principale différence au-delà de la qualité? Mais c'est quoi? Il y a une organisation supérieure. C'est quoi l'écart qu'il y a entre l'Italie et nous? C'est parce qu'il y a un écart dans l'eau, mais est-ce qu'il y a aussi un écart hors de l'eau qui explique l'écart dans l'eau? Alors dans le club où j'étais à Bogliasco, non. Niveau organisation, j'ai pas vu de différence entre les meilleurs clubs français et les clubs italiens. Et même j'ai plein d'amis qui ont joué dans des clubs qui sont plus réputés que Bogliasco et ils m'ont dit l'organisation, non, l'administration organisation, on n'a rien à envier à la France ou aux autres pays en Italie. La chose qui m'a surprise le plus, c'est que en senior, c'est que du physique et de la tactique. Et on joue énormément. À Bogliasco, on avait la chance d'avoir Nervi, Recco, Camoli, Chiavari, Sori, tous ces clubs-là dans un rayon de 30 kilomètres. Donc, tous les soirs, tu peux faire un match amical. On faisait 3-4 matchs amicaux par semaine. Et le reste, c'était un peu de natation, un peu de shoot, un peu de tactique et encore vraiment la tactique vraiment légère. Et voilà, c'était que ça. Tous les fondamentaux, ils le font en jeune. S'ils doivent nager, c'est en jeune. S'ils doivent apprendre à défendre la pointe, c'est en jeune. Une fois que tu es en senior, tu t'es pas là pour apprendre, tu es là pour gagner. Ah oui, c'est normal, hein. Il y a un processus de formation et puis après, effectivement, on va pas te réapprendre à placer tes jambes quand tu as 23 ans. On va pas te réapprendre à machin. Après, c'est du peaufinage et de l'affinement sur les blocs, sur les trucs, mais c'est normal en fait. Nous des fois, je vois que sur des joueurs de 23, 24 ans, on réapprend encore des trucs alors que là-bas, c'est déjà acté. Et puis comme tu dis, enfin moi je reste persuadé de cette méthode-là. Il y a rien de mieux pour apprendre que le match. Et donc multiplier les matchs, c'est l'expérience par le vécu brut. Quand tu fais des erreurs en match,
on peut te les expliquer avant sur un tableau noir, sur un machin, mais tant que tu l'as pas fait dans l'eau, tu peux pas la comprendre vraiment. Et effectivement, la multiplication des matchs, c'est la clé. Je voulais revenir sur un truc. Donc après, tu pars 3 ans à Strasbourg et le championnat d'été à Malte, dont on entend beaucoup parler, puisque moi, je logeais avec Belo Fastov à Marseille, qui faisait le championnat d'été, donc qui me racontait un petit peu comment ça se passait. Il y a un championnat d'été parce que il y a pas de. Alors là, je connais pas du tout. Donc parce qu'il y a pas de piscine couverte pour pouvoir faire un championnat d'hiver, ou c'est parce que cette espèce de formule où il y a que 3 mois de championnat. C'est quoi la raison en fait? Il y a pas de bassin? Alors, on va passer du début. À l'époque, le water polo à Malte, c'était que l'été. Tous les clubs ont leur terrain en mer, donc c'était un sport estival. C'est que l'été, le water polo que l'été. Donc c'est resté comme ça pendant des années. Il faut se dire qu'aussi pendant l'été, c'est les périodes mortes dans les autres championnats européens. Et à Malte, ils arrivaient à faire venir les meilleurs étrangers, comme tu l'as dit au début, pour leur championnat. Donc c'est vrai que pour attirer des sponsors, pour attirer des spectateurs, avoir les meilleurs étrangers du championnat européen pour 3 mois, c'est vrai que c'est une sacrée publicité. Maintenant, comme partout, petit à petit, les entraînements, ça va commencer en janvier au lieu de commencer en mai. Et ils ont créé un championnat d'hiver. Donc, on a un championnat d'hiver, on a des piscines, on a une piscine couverte à 50 mètres, mais tous les entraînements se font en découvert. Le climat à Malte, voilà, je pense pas qu'en 15 ans, j'ai vu la neige. Je pense pas que ça soit descendu en dessous des 8 degrés. Donc, le climat, on peut s'entraîner en découvert toute la saison. De nos jours, on a un championnat qui est en 3 phases. D'octobre à décembre, on a une coupe d'un sponsor privé. Donc voilà, c'est comme si un sponsor privé venait en France et disait je vous donne 50 000 € et je veux que vous fassiez une coupe avec mon nom en tant que pour la coupe. Ensuite, on a un championnat d'hiver qui commence en février où là, on peut avoir des étrangers, mais bien sûr, tous les étrangers sont impliqués dans les autres championnats. Donc voilà, en ce moment, il y a rarement des étrangers qui viennent pour l'hiver. On a juste un joueur, Nagaev, un russe, un gaucher russe, qui a fait le championnat d'été l'année dernière et qui est resté à Malte cette année. Donc, il fait le championnat d'hiver avec son club. Et on a le championnat d'été qui commence en juin jusqu'à fin août, où là, voilà, on a les gros étrangers qui viennent pour jouer, pour renforcer les clubs. Il y a un nombre d'étrangers qui est limité par équipe? Oui, alors c'est un processus qui se passe tous les 3 ans. Les clubs votent. Donc là, on est sur un étranger par club. Il y a eu une période où il y en avait 2. Il y a eu une période où on pouvait en avoir autant qu'on voulait, mais un seul sur la feuille de match ou 2 sur la feuille de match. Ils ont essayé plein de formules et là, ils sont sur celle à un étranger. Après, on va dire, les chiffres. Les chiffres pour les étrangers, c'est des chiffres qui sont incroyables pour le water polo. Les chiffres, les salaires, tu veux dire? Les salaires que les clubs paient pour avoir un étranger pour 2 mois et demi, c'est c'est quelque chose que, si je vous dis les chiffres, même, il faut être assis parce que. Mais il faut les dire. Il faut les dire. J'ai entendu parler de 50 000 € la saison. C'est possible, ça? Alors, 50 000 € la saison de 1 mois et demi, 2 mois, oui. Enfin, les 3 mois, ouais, les 3 mois d'été, ouais. Oui, non, on est dans les euros de 50 000 €. Alors, 50 000 €, il faut se dire que c'est 50 000 € dans la poche, d'accord? On est nourri, logé, voiture, avion, la nourriture pour la famille, voilà. 50 000 €, c'est du cash, au bout de 2 mois et demi. Si tu es quelqu'un qui vit normalement, tu repars de Malte avec 45 000 € dans la poche. Et juste un truc par rapport à ce que tu nous as dit au début. Donc en fait, en gros, au début de ces campagnes-là où Malte a décidé de développer le polo l'été, les joueurs qui faisaient que le championnat d'été, qu'est-ce qu'ils faisaient le reste de l'année, on va dire de septembre à mai? Ils reprenaient vraiment l'entraînement en mai, ou ils faisaient rien de septembre à mai? Il y avait pas rien du tout, ou il y avait quand même une activité? Alors le water polo à Malte, c'est pas professionnel. Tout le monde travaille. D'ailleurs, les entraînements, maintenant, ça change un petit peu. Mais les entraînements, c'est que le soir. Il y a certains clubs, les meilleurs clubs, quand 1 mois avant l'été,
ils vont commencer à avoir des séances à 5 heures le matin. Et pourquoi 5 heures? Parce que voilà, les joueurs doivent aller travailler. Donc c'est 5 heures à 7 heures ou 5h30, 7h30. Les joueurs vont travailler et le soir ils reviennent pour l'entraînement. Donc dans le passé, et là je parle de ça d'il y a 10 ans, de septembre à avril, les joueurs travaillaient, les joueurs allaient peut-être jouer au foot, faisaient d'autres activités, basketball, handball, mais le polo, voilà, il y en avait pas parce que c'était pas un sport d'hiver, c'était juste on s'amuse l'été, c'est sympa, on est entre potes, et voilà. Donc à partir d'avril, on commençait à s'entraîner. Maintenant, voilà, c'est complètement différent. Donc les gars s'entraînaient pas et tout d'un coup ils te voyaient débarquer un Vujasinovic ou un Ivovic qui lui était légèrement affûté quand même. Il devait y avoir une disparité, un gap de. Alors je sais pourquoi ils viennent. Ils viennent pour l'argent, ces clubs. Parce que moi j'avais même discuté, comme je te dis, avec Belo Fastov parce qu'en 96, lui il jouait en équipe de Croatie à l'époque. 95, il a fait quatrième au championnat d'Europe avec la Croatie, et en 96, les Croates sont vice-champions olympiques. Il avait cette occasion d'aller aux Jeux, donc qui pour nous Français reste un rêve. Et en fait, il n'était pas allé. Il était allé à Malte à la place pour faire le championnat parce qu'il allait gagner cet argent. Alors c'était pas ces sommes-là, mais à l'époque c'était déjà pas mal quand même. Et en fait, ce Padovan aussi avait joué, a été un des premiers étrangers aussi à jouer là-bas. Non, c'est assez cocasse quand même de faire ce championnat qui paraît être un championnat un peu exotique en attirant les joueurs, les meilleurs joueurs. Et puis ensuite, les meilleurs joueurs qui jouent plus dans leur équipe nationale quand même. Et puis ensuite, repartir sur une saison où il y a pas grand chose, etc., etc. Maintenant, c'est bien que Malte ait changé son fusil d'épaule. Et d'ailleurs, le développement de l'équipe nationale y est pour beaucoup parce que tu peux pas ambitionner des résultats majeurs avec ton équipe nationale si tu joues que 3 mois l'année. Même si tu joues avec Fodor, avec Ivovic, ça suffira pas. Donc, il y a une structuration maintenant d'un championnat qui dure toute l'année. Oui, c'est ça. En fait, comme je l'ai dit, à partir d'octobre, on rentre en compétition. On a 2 mois de compétition, et après, à partir de février jusqu'à fin septembre, on va dire que les clubs, ils ont soit le championnat d'hiver, soit le championnat d'été. Après, le niveau du championnat d'hiver, alors maintenant, ça commence à être un peu mieux parce que voilà, les entraîneurs aussi qu'on a, il y a pas mal d'entraîneurs étrangers, donc le niveau des joueurs a augmenté, mais le niveau entre le championnat d'hiver et le championnat d'été est complètement différent, juste par l'apport d'un étranger. C'est incroyable. Comme tu disais, si demain Zalanki signe, ce qui est le cas, Zalanki vient à Malte cet été, quand Zalanki va venir dans une équipe, directement le niveau va augmenter. Et s'il se retrouve en face de Younger, voilà, l'intensité du match et de la compétition augmente directement. Combien d'équipes dans le championnat? Est-ce qu'il y a le même nombre déjà hiver et été, et combien d'équipes ça représente? Alors, il n'y a pas le même nombre hiver-été parce qu'il y a des équipes qui, en été, sachant qu'il y a les étrangers qui viennent et tout, qui vont récupérer des jeunes pour pouvoir avoir assez de joueurs pour jouer. En tout, il y a 12 équipes à Malte de masculines. Et alors cette année, ça a encore changé la façon dont ils vont faire le championnat. Avant, c'était 6 équipes en élite, on va dire, et 6 équipes en National 1. Cet été, ils ont décidé de changer pour éviter les scores fleuves, et on va avoir 3 groupes de 4 équipes. 4 équipes en élite, 4 équipes en National 1 et 4 équipes en National 2, si j'essaie de résumer ça au niveau français. Donc c'est rigolo d'avoir 4 équipes, mais les 4 équipes dans chaque groupe ont le même niveau. Donc ça permet à tous les joueurs de pouvoir évoluer, parce que on va pas se mentir, les grosses équipes qui visent le championnat gagnent par des scores fleuves 25-3, 25-4 contre les équipes les plus faibles. Et il y a aucun intérêt d'avoir un championnat avec des 25-4. Enfin, mon opinion. Donc, on a décidé de changer ça. Alors, il y a quelques années, particularité aussi de ce championnat maltais, tous les matchs se jouaient dans la même piscine. Tout à l'heure, tu disais chaque club a son terrain, on va dire, en mer, et que tous les matchs se faisaient dans la même piscine. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que justement il y a d'autres bassins parce qu'à l'époque, je crois que même il y avait qu'un bassin découvert, mais là, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y avait aussi maintenant un bassin couvert. Ça en est où là, au niveau des infrastructures? Alors, au niveau des infrastructures, ça a beaucoup changé. Je vais prendre la première partie de ta question.
le championnat est toujours dans la même piscine. Ça va pas changer. Toutes les équipes jouent au même endroit et toutes les équipes qui n'ont pas de bassin s'entraînent au même endroit. Il y a 8 équipes qui s'entraînent dans la même piscine tous les jours, sachant féminine, masculine, junior. Donc c'est un peu chaotique, on va dire. Maintenant, on a un bassin couvert. D'ailleurs, hier, il y a eu en Challenger Cup demi-finale masculine, Slima, un club local qui a perdu en demi-finale. Ils ont joué dans un bassin couvert. Maintenant, certains clubs ont leur propre piscine. Il y avait il y a 5 ans en arrière, Neptus qui avait son bassin depuis des années. Maintenant, Sirens, mon club, ont leur bassin d'eau douce à côté de la mer. Il y a un club dans le sud qui a son bassin. Les piscines commencent à émerger. On a une île voisine, Gozo, qui a 30 000 habitants, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de construire leur bassin. Alors, ils sont un peu plus lents là-bas parce que je sais pas ce qu'ils fassent. Mais normalement, le bassin aurait dû être un bassin couvert. C'est rigolo. Un bassin couvert 50 mètres aurait dû voir le jour il y a 5 ans. Et puis, ça fait 5 ans qu'ils rajoutent une pierre par une pierre. Donc, on va espérer que cette année, ils vont avoir leur bassin. Ouais, Aurel, moi je me rappelle d'une campagne qu'on avait fait en 94 avec l'équipe de France pour une qualif au championnat d'Europe à Malte. Je pense qu'on jouait dans la piscine dont tu parles, la piscine qui est commune un petit peu à tous les matchs de championnat. Et j'avais été surpris par la ferveur quand même des gens autour du... Donc je te parle de ça il y a 30 ans, donc ça a dû être bien amplifié depuis. Mais j'avais été surpris par la ferveur quand même autour du polo et est-ce que c'est devenu un sport majeur là-bas? On voit quand même que il y a un développement puisque il y a un événement majeur qui a eu lieu l'année dernière, c'est l'organisation du Final Four de la Champions League, ce qui est quand même pas rien pour le développement d'un pays. Il y a toujours cette ferveur autour du polo. Ah, ouais, ouais. Alors il y a 3 clubs, on va dire à Malte, qui se tirent la bourre pour gagner le championnat depuis 30 ans, je pense. Ça tourne autour des 3 mêmes. La piscine, quand ces 2 équipes se rencontrent, la piscine est pleine. Ça vient avec orchestre. On est sur une île, on est dans la Méditerranée, donc chacun vient avec son orchestre, chacun vient avec ses tifos. Voilà, c'est 1 heure de spectacle, c'est incroyable. En tant que joueur, c'est incroyable. Quand tu joues pour les équipes concernées, même les étrangers qui viennent, même si on parle des Vujasinovic, un peu tous les meilleurs étrangers, ils auront le même discours. Venir à Malte et faire le championnat d'été à Malte, c'est quelque chose de différent. Même si certains ont fait des championnats d'Europe à Budapest avec 10 000 personnes et tout, c'est autre chose. Malte, c'est vraiment la ferveur, c'est supporté, c'est un club en plus. C'est différent d'une équipe nationale. Les gens sont à fond derrière le water polo. À Malte, il y a 2 sports, le foot, où voilà, les résultats sont ce qu'ils sont. Je vais pas évoquer le football. Et le water polo, un sport collectif. Et le water polo, depuis quelques années, a les meilleurs résultats au niveau européen. Et oui, c'est la ferveur des gens, c'est quelque chose de fou. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu te balades à Malte, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, ce qui est difficile après 15 ans, parce que voilà, je pense que on fait vite le tour des gens qui habitent sur l'île. Tout le monde a joué au polo. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Quand je dis, voilà, je suis entraîneur de water polo. Ah, moi, j'ai joué quand j'avais 10 ans, j'ai joué pour ce club-là. Il y a tout le monde qui s'est essayé au water polo. C'est incroyable. Il y a combien d'habitants à Malte en tout? Alors maintenant, on doit être 1 million. Sur Wikipédia, ils vont dire qu'on est 500 000. Mais voilà, comme on a eu pas mal de vagues d'immigration aussi, donc je pense qu'on est à 1 million à peu près. Quand je suis arrivé, on était 500 000. Mais tout le monde, quand je dis tout le monde, 80% des gens que je rencontre ont une expérience poloistique. Et ça, c'est incroyable. Alors qu'en France, tu peux aller n'importe où, tu dis je fais du water polo, ah ouais, mais c'est bien, tant mieux pour toi, voilà. Mais ici, non, c'est tout à fait le contraire. Je voulais revenir sur un truc important, à mon sens. Tu dis qu'en 2015, donc t'es devenu maltais, que tu avais quand même toujours la nationalité française. Donc t'avais 35 ans à l'époque. T'as eu un long bail, toi, en équipe nationale. T'as joué combien de temps en équipe nationale française? J'ai commencé en 98 jusqu'en 2008 parce que je pense que en 2008, j'ai dû faire une qualification pour le championnat d'Europe au mois de mars, mais j'avais arrêté déjà les séances les entraînements pendant l'été vu que je venais à Malte. Mais je vais dire, j'ai fait 10 ans en équipe de France.
Et donc t'avais 36 ans, t'avais 36 ans quand l'équipe de France s'est qualifiée pour les Jeux de Rio. Est-ce que donc t'étais encore les carrières durent longtemps maintenant, beaucoup plus longtemps, parce que il y a ce et c'est très bien, il y a ce soutien économique qu'il y avait pas avant. À 30 ans, il fallait quand même que tu prévois l'après, et il y a beaucoup de gens qui arrêtaient parce qu'il fallait manger, quoi. Est-ce que t'as pas eu dans un petit coin de ta tête te dire que t'aurais peut-être eu les moyens de participer à cette aventure-là, ou est-ce que en fait ça t'est passé, toi t'as été des Pro-Olympiques de 2000 où vous avez eu la qualif qui est un peu passée, pas sous le nez mais un petit peu quand même. Est-ce que tu t'es pas dit en 2016 t'aurais pu être de l'affaire? C'est vrai que quand l'équipe de France s'est qualifiée, j'ai été super content pour l'équipe de France, pour mes anciens coéquipiers, pour même pour ceux avec qui j'ai pas joué. Mais c'est vrai que je l'ai eu un peu en travers de la gorge. Je me suis dit, j'ai passé 10 ans à ramer en équipe de France. On a failli se qualifier, comme tu le dis, en 2000. Bon, ça s'est pas fait. Après, on a eu un peu une lueur d'espoir, et Frédéric est revenu dessus quand vous l'avez eu en invité en 2001, quand on a réussi à se qualifier pour les championnats d'Europe à Budapest. Derrière, on a enchaîné quelques bons résultats avec Christophe, quand on a été aux Jeux méditerranéens à Tunis. Ça a déjà été évoqué. Et là, c'était un peu, peut-être quelque chose va se créer. C'était les débuts des années 2000. Et après, Paolo a décidé de quitter l'équipe nationale. Et après, je pense que ça a été une longue traversée du désert. Ça a été vraiment très difficile mentalement. Et j'ai fait une croix sur possible participation aux championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux olympiques encore moins. Donc c'est vrai que en 2015, ce qui est rigolo, c'est que je recommence à jouer, donc et je suis appelé en équipe de Malte, et on se qualifie pour les championnats d'Europe la première année. Donc pour moi, c'était quelque chose. J'avais lutté pour faire un championnat d'Europe en 2001 avec l'équipe de France, et là à 35 ans, je me retrouve à reprendre le polo et je me qualifie pour le championnat d'Europe. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut dire que à cette époque-là, ça a changé de 12 équipes à 16 équipes, le championnat d'Europe aussi, donc ce qui a permis à Malte de se qualifier. Mais en 6 mois, je me remets à jouer et je me qualifie pour le championnat d'Europe. Je me dis, c'est incroyable. Et l'année d'après, l'équipe de France, voilà, se qualifie pour les Jeux. Donc oui, un peu en travers de la gorge, parce que je me suis dit, j'aurais pu être de la partie, mais après, c'était un choix. Je sais que quand j'ai décidé d'arrêter à 30 ans, 31 ans, mon aventure en France, je pouvais pas espérer que j'allais en 2016, peu importe, ou en 2012, ou en 2020 ou 2024, je pouvais jouer aux Jeux Olympiques. Moi, la chose qui a été, pour dire la longue traversée du désert, c'est qu'en 2000, je veux pas dire de bêtises, 2012, Paris était candidate et favorite pour organiser les Jeux Olympiques. Donc ça, c'était vraiment, je l'avais au fond de ma tête. Je me suis dit, si en 2012, Paris réussit à avoir l'organisation des Jeux Olympiques, j'aurai 32 ans. C'est parfait. Ça sera une boucle, ça sera quelque chose, la boucle est bouclée. J'aurais participé aux Jeux Olympiques, ce qui est, pour un athlète, je pense que c'est la compétition ultime. Londres a réussi à choper l'organisation, et là, voilà, c'est l'enchaînement. Voilà, tu te dis, ça sera pas pour moi. Sachant que l'Angleterre va participer aux Jeux Olympiques, ça prend une place européenne d'un pays qui est derrière la France. Donc voilà, ça a été super dur. Et on a fait 6-7 ans d'équipe nationale où voilà, on essayait de se qualifier à des championnats d'Europe et on n'y arrivait pas. On était toujours on a connu ça avec la génération d'avant, hein, tu sais, c'est pas ça a duré longtemps. Non, je voulais dire, alors vous êtes 4 à avoir joué en Italie, Mike, Hugo Cruzilla et Romain Blary, que je salue au passage. Et vous êtes 3 à avoir changé, alors pas changé de nationalité, mais Hugo a joué pour le Monténégro, Mike a joué pour l'Italie, toi t'as joué pour Malte. Hugo a jamais joué avec le Monténégro contre la France. Mike a joué contre la France, et toi t'as été amené à jouer contre la France. Je me trompe ou pas? Non? Non, tu te trompes pas. Ben voilà, quand on se qualifie pour Belgrade en 2016, le groupe, voilà, Malte, super, Serbie, Croatie, ouais, super, c'est incroyable, et France. Je me suis dit, moi, il y a une petite satisfaction dans ce groupe, parce que Malte, Serbie, Malte, Croatie, voilà, quoi. Je veux pas dire qu'on y va en tourisme, mais ça va être compliqué.
Et puis la France, on savait très bien qu'on n'avait pas le même niveau que l'équipe de France, mais au moins c'était un petit clin d'œil. Et 2 ans après, à Barcelone, je suis encore là. Voilà, c'est Papy fait de la résistance. Et ça contredit ce que tu dis qu'un jeune à 18 ans qui nage 10 kilomètres peut jouer jusqu'à 40 ans. Donc 2018, je fais Barcelone et je suis dans le groupe avec la France. Je pense que les 10 kilomètres pendant 3-4 ans, ça t'a peut-être mangé 4 ans de carrière, 4 ans à la fin, je veux dire, qui t'aurait peut-être permis de durer un petit peu plus longtemps. Et l'usure vient plus vite. Tu seras d'accord avec ça. L'usure vient plus vite en nageant 10 bornes par jour qu'en nageant 4. Donc ça, je suis à peu près sûr de ça. Par contre, je voulais juste te dire un truc. Tout à l'heure, tu as dit que la participation de Malte venait du fait que vous étiez passé l'organisation de 12 à 16, mais quand même, rentrer dans les 16 meilleures équipes européennes, sachant que maintenant il y a beaucoup plus de pays avec l'éclatement de la Yougoslavie et tout ça, c'est quand même un sacré résultat quand même pour le polo maltais, parce qu'il a fallu mettre des équipes un peu derrière. Alors, je sais plus qui se qualifiait pas, je sais pas si les Slovaques étaient toujours là, les Bulgares, les Roumains, etc., etc. Mais faire entrer Malte dans un top 16 européen, c'est déjà vachement bien. Hein. Ben à l'époque, l'équipe n'était pas mauvaise. On avait et il joue toujours Stevie Camilleri qui a fini meilleur buteur à Belgrade en 2016. Ouais. Non, et du championnat d'Europe. Ouais. En 2016 à Belgrade, donc, et qui jouait en Italie, qui a joué 10 ans en Italie, donc c'est déjà un joueur d'un certain standard. Ensuite, on a un gaucher qui a joué à Imperia, qui fait 2 mètres et qui fait 120 kilos, qui est une force de la nature que même Ivovic, avec qui j'ai eu la chance de jouer en club ici à Malte, et on était coéquipier avec ce gaucher. Même lui avait du mal à défendre sur lui à l'entraînement. Donc, on avait 3-4 joueurs qui avaient un certain niveau. Et voilà, on a réussi à battre la Pologne en qualification, ce qui nous a permis, et c'était à Malte. Le fait de jouer à la maison, on sait que ça aide énormément lors d'une qualification. On a battu la Pologne assez facilement et on s'est qualifié pour ce premier championnat d'Europe où on n'a même pas fini dernier parce qu'on a battu la Turquie sur penalty lors du match de classement pour la 15e place. Donc c'était incroyable. Première participation de Malte à un championnat d'Europe et on finit pas dernier. Donc voilà, pour moi c'était incroyable parce que je me suis dit j'ai arrêté 3 ans et demi. Alors, ces 3 ans et demi m'ont permis de me ressourcer après les 10 kilomètres, comme tu l'as dit. Et derrière, je me remets sur la scène internationale. J'ai 36 ans, je joue contre Romain Blary qui est, voilà, un grand ami et qui en plein, Alexandre Camarasa, ils sont à fond dans la force de l'âge. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et vu que, voilà, c'est mon caractère, j'ai continué jusqu'à 40 ans et j'ai fait Barcelone 2018 et Budapest, pour finir, la boucle est bouclée de Budapest 2001 et Budapest 2020. Donc, il y a 19 ans qui se sont séparés entre les 2 championnats d'Europe. Et voilà, c'est une aventure incroyable. Par contre, après 2020, j'ai dit, voilà, là, de nager après Zalanki pendant 4 périodes, non merci, quoi. Là, il faudrait vraiment que je renage 10 kilomètres pour pouvoir avoir le niveau et rester dans ses pieds. Donc, j'ai dit, c'est le moment qu'il faut que j'arrête. Et cette Marseillaise a écouté avec un autre bonnet que celui de la France, parce que la vie des fois a des moments comme ça un peu, je veux pas dire ironiques, mais ça doit être une sacrée sensation. Enfin, c'est pas commun quand même d'entendre son hymne national, parce que même si tu jouais pour Malte, tu restes quand même, je pense, un Français. Qu'est-ce que ça fait d'écouter l'hymne avec un autre bonnet? Non, oui, bien sûr, je reste français. Malte, c'est juste un passeport, c'est juste un papier. Quand j'étais jeune, d'entendre la Marseillaise, ça faisait toujours quelque chose parce que c'est incroyable, c'est l'hymne national. Et quand on est un athlète et qu'on a la chance d'entendre son hymne national, ça veut dire déjà qu'on est arrivé à un certain niveau. Là, de l'entendre et de savoir que c'est contre moi, entre guillemets, parce que c'est pour motiver, ça fait partie de la motivation de l'équipe adverse. Ça m'a pas fait grand-chose. J'ai toujours eu le respect de l'hymne national, donc j'ai dit à mes coéquipiers, s'il vous plaît, un peu de respect pour moi, si vous en avez, et on va rester attentif et on va pas bouger, on va rien dire. Mais voilà, ça m'a fait un petit quelque chose, mais bon, pas énormément. C'est une habitude. Mentalement, j'avais passé le cap de représenter la France et tout. Là, j'étais plus dans l'optique, voilà, je me fais plaisir, j'entends la Marseillaise, c'est sympa, c'est incroyable. Je pensais plus pouvoir l'entendre en tant que joueur. Et voilà, ça s'est fait en 2016, ça s'est fait en 2018. Et puis voilà, c'est 2 minutes
où on se remémore un peu le passé et de se dire, il y a un moment, il y a une fois, c'était moi qui avais le bonnet avec les 3 lettres France sur dessus, quoi. Tu bascules vers une carrière d'entraîneur, donc tu as entraîné d'abord des garçons, et là, donc c'est là le nouveau chapitre que je voulais ouvrir. Donc là, maintenant, tu es entraîneur d'équipe nationale féminine, senior. Est-ce qu'il y a, alors il y a des pays, tu vois, où il y a la Serbie, la Croatie, même si la Croatie c'est en train de changer un petit peu, t'as des pays qui sont très très forts en garçons et pour lequel le polo féminin n'existe pas. Alors bon, c'est pas le cas de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, de la Hongrie, machin. Mais par exemple, Serbie-Croatie, c'est un petit peu le cas. Est-ce qu'à Malte, il y a une volonté de développement du polo féminin ou est-ce que ça reste un petit peu dans l'ombre des garçons? Alors, on est encore vraiment dans l'ombre des garçons. Malte, c'est un pays, c'est en train de changer, mais c'est un pays méditerranéen, c'est un pays macho. Le sport féminin, on va dire que c'est vraiment pas au top de l'agenda du ministère et de tout ce qui l'entoure. Ce qui est rigolo, parce que l'équipe de football féminine a de meilleurs résultats aujourd'hui que l'équipe masculine de football. Oui, ça va faire 2 ans que j'ai pris la position d'entraîneur. J'entraîne pas que les seniors, j'entraîne toutes les équipes. Les moins de 16, les moins de 18, les moins de 20, les seniors. Donc, je suis au four et au moulin pour les filles. Alors, vu qu'on est une petite île, j'ai, entre guillemets, entre 20 et 25 filles en tout, pour toutes les catégories. Donc, c'est assez facile à entraîner, mais ça limite vraiment les capacités à pouvoir les faire évoluer, parce que les filles savent déjà que voilà, j'ai moins de 16 ans, c'est sûr que je vais être appelé. J'ai moins de 18, c'est sûr que je vais être appelé. Là, j'ai une qualification pour les seniors au mois de juin. 90% des filles savent déjà qui va être appelé et qui ne va pas l'être. Donc, Ouais, t'as pas une base de la pyramide qui est large et donc t'es obligé de faire des choix suivant le nombre que tu as et pas suivant la qualité. exactement, c'est plus ça. Alors, ça se développe. La qualité, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on a un peu plus de qualité. Depuis que j'ai pris les rênes de l'équipe nationale, j'ai parlé avec le président et j'ai dit voilà, si on veut un jour se qualifier pour les championnats d'Europe senior, ce qui ne sera certainement pas le cas cette année, il va falloir qu'à un niveau moins de 16, moins de 18, on commence à participer à des championnats d'Europe. C'est pas possible qu'une fille arrive en senior et qu'elle fasse une qualification au championnat d'Europe sans avoir eu un vécu en junior. Donc là, ça fait 2 ans que j'enchaîne les euros moins de 16, moins de 17, les mondes moins de 16, où on a joué contre la France en juin dernier. Et voilà, et on essaye de faire monter un peu l'expérience aux filles pour que dans 3-4 ans, elles aient un certain bagage international et qu'elles voient aussi ce qui se passe à l'étranger et que on ait une chance de se qualifier au championnat d'Europe senior. Est-ce qu'il y a un championnat, vu le nombre, il y a pas, je pense pas, mais est-ce qu'il y a quand même une tentative de mettre un petit championnat, 2, 3 équipes, ou c'est juste toi en fait qui les entraîne tout le temps? Non, on a un championnat. Attention, il y a encore 2 ans, il y avait 5 équipes dans le championnat. Alors jusqu'à 2 ans en arrière, on va dire que 80% des filles qui jouaient, c'était on va dire entre 30 et 40 ans. Et quelques jeunes à droite, à gauche. C'était plus pour faire un sport en été. Voilà. Ben, comme les garçons, il y a 20 ans en arrière où c'était le sport d'été. On va dans notre club, on va dans la mer et on joue au polo. Donc, c'était comme ça. Là, il y a un club qui a décidé d'arrêter. Donc, les filles ont mergé sur un club en particulier. Et là, ça fait 1 an qu'il y a un autre club qui a décidé d'arrêter parce que voilà, ils pensent que payer un entraîneur, payer des créneaux pour des filles, ça leur rapporte rien. Pour eux, ça les intéresse pas. Donc, on se retrouve avec 3 équipes maintenant. On fait un championnat, une sorte de championnat. Donc, on a un championnat d'hiver au même modèle que les garçons. Et on est en train de préparer un championnat d'été. Mais voilà, à 3, t'as vite fait le tour. Tu peux faire 4-5 tours. Ça fait 10 matchs, 12 matchs. En été, cet été, on va faire peut-être 6 matchs. C'est vraiment pas assez. Mon club et un autre club a décidé de participer à la Challenger Cup pour pouvoir un peu garder les filles motivées, parce que c'est vrai que s'entraîner et faire 15 matchs dans la saison, c'est pas évident. Donc, on essaye d'organiser des camps d'entraînement, des tournois à droite à gauche
pour pouvoir garder les filles motivées. Mais c'est vrai qu'un championnat avec 3 équipes, on a vite fait le tour, quoi. Sachant que en hiver, il y a une des 3 équipes qui a 2 joueuses majeures qui jouent à l'étranger, une en Espagne, une en Grèce. Donc leur niveau, voilà, on a commencé il y a 2 mois le championnat d'hiver. C'est des scores fleuves de plus de 20 buts. C'est pas, voilà, c'est pas la joie. Et entre le premier et le deuxième, on a fait le premier match du premier tour là, et on a gagné. Enfin, mon équipe a gagné de 7 buts, je pense. Donc voilà, c'est un peu le niveau à Malte, mais on essaye de faire quelque chose, de garder quelque chose en vie. Et là, je suis à la fédération et on essaye d'aller dans les écoles. On a lancé un programme pour essayer d'attirer plus de joueuses et de joueurs. Mais pour moi, ça, les joueuses m'intéressent plus à faire du water polo, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais Aurel, moi je vous ai vu puisqu'on s'était vu à Nice, c'est il y a l'année dernière, je crois. T'étais venu avec un petit contingent de joueuses pour jouer Nice en amical. J'avais trouvé ça franchement pas mal, avec des filles impliquées. Ça jouait, enfin, ça rivalisait quand même un petit peu avec Nice, même s'il manquait 2-3 choses. Mais j'avais trouvé ça, je m'attendais à pire quand même, mais je trouvais ça quand même, je trouvais ça pas mal. Donc il y a il y a un creuset peut-être à développer. Et puis bah comme c'est une île qui vit de ferveur et de polo, je pense que la trajectoire sera ascendante dans les années à venir. Quels sont les moyens en fait pour de développement du water polo, que ce soit masculin ou bon maintenant tu es plus côté féminin, mais est-ce que la fédération est très accompagnatrice ou est-ce que c'est des sponsors privés, parce que Malte aussi, enfin moi j'y suis allé au championnat d'Europe groupe B il y a bien longtemps maintenant, mais je trouvais que c'était une ville qui est très marquée par la publicité notamment et les sponsors, tout ça. C'est la Fédé qui paye tout. La Fédé, on a une chance, c'est que le président, c'était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, au moment où j'étais en équipe nationale. Donc, il est en poste depuis 3 ans. Et lui, son motto, c'est si on peut participer à tout ce qui existe, on va participer. On va trouver les moyens financiers pour pouvoir participer à tout ce qui existe. D'où, Frédéric le disait avant, quand on a appris qu'on pouvait peut-être avoir l'éventualité d'organiser le Final Four, ça a même pas, je pense que ça s'est fait en 2 semaines. Parce que voilà. Ah oui, vous savez pas où faire le Final Four? On va le faire à Malte. Et vous savez pas pour combien de temps? On va le faire pour 3 ans. Il y a pas de souci. On va organiser ça. Et, donc, on a la chance d'avoir un président qui, voilà, si je lui dis on doit participer en moins de 16, moins de 18, il va dire, mais il y a pas de souci. Et les moins de 20, tu veux pas y aller? Et derrière, je dis, ouais, mais bon, on va se calmer. C'est moi qui dois un peu tirer les rênes. C'est rigolo parce que c'est un peu le contraire de ce qui se passe ailleurs. C'est moi qui dis, voilà, doucement, faut essayer de pas trop dépenser d'argent non plus juste pour participer. Mais non, la fédération paye tout. La fédération paye tout. Après, tous les ans, on organise des championnats d'Europe à Malte. Cette année, j'ai les moins de 18 féminins où il y a 19 équipes qui vont venir à Malte. Donc après, on essaye de faire en sorte de faire avec les équipes qui vont venir. Je vais en Turquie avec les moins de 16, donc avec la fédération turque, on leur dit vous nous payez l'accommodation quand on vient en Turquie et on va payer l'accommodation, enfin l'hôtel, l'hébergement, pardon, pas l'accommodation, l'hébergement quand vous allez venir à Malte. Et ce qui coupe une grosse partie des dépenses, parce que de nos jours, se déplacer 10 jours, peu importe l'endroit, à 240 € la nuit d'hôtel par personne. Sur la note est salée à la fin du championnat d'Europe, sachant que les hôtels, quand on organise, on a des meilleurs prix. Donc, héberger une équipe ici, ça va nous coûter moins cher que si on devait payer en allant 10 jours. Donc, on essaye de faire comme ça. On a les Roumains, pareil, parce que les championnats d'Europe, moins de 18 en Roumanie. Et on essaye de couper un peu les dépenses. Après, c'est pareil, je vais au championnat d'Europe moins de 16 à Manisa en Turquie en juin. Je vais avec 12 joueurs seulement et 3 staffs. Moi en tant qu'entraîneur, un kiné parce qu'on a besoin d'un kiné et un manager qui fait assistant coach et manager. Et on a décidé de réduire le nombre parce que voilà, déjà c'est une dépense, c'est 40 000 € pour 10 jours à peu près quand on fait l'avion, l'hébergement et tout ce qui est autour.
voilà, j'ai que 12 joueuses qui ont le niveau aussi pour pouvoir participer à un championnat d'Europe. Je voulais revenir sur la compétition majeure évidemment de l'année dernière que sont les Jeux Olympiques. On va donc aller plus vers les filles que vers les garçons puisque c'est ton secteur, j'allais dire, d'activité maintenant. Il y a eu pas mal de bruit autour de ce qui s'est passé. On a eu Laure Gautreau il y a pas longtemps qui nous a parlé un petit peu du staff notamment français avec le cas Laurentos. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais au courant, pas des agissements, mais de ce qui s'était passé? Donc le polo français sort de cette espèce de crise quand même avec cet entraîneur à qui on demande de partir. L'INSEP, on a appris que l'INSEP féminin allait fermer. On a un championnat. Tu parlais d'abord tout à l'heure des scores fleuves que vous aviez vous dans vos championnats. Nous, on a un championnat qui est joué d'avance avec l'ultra domination de Lille, qui visiblement a un accord pour. On a perdu Mulhouse et donc Lille a mis dans la balance le fait que si on n'autorisait pas un nombre d'étrangères un peu démesuré, elles étaient pas en capacité de présenter une équipe et donc ça faisait beaucoup entre Lille et Mulhouse. C'est quoi ton avis sur le cas Laurentos, si tu peux nous le donner, et puis sur ta vision globale de ce qui se passe dans le polo féminin français? Alors voilà, après moi je suis à Malte, il y a beaucoup de on dit, bien sûr, je suis pas sur place. Alors le cas Laurentos, voilà, l'interview de Laure il y a pas longtemps, c'est vrai qu'elle a éclairé pas mal de points, peut-être qui avait été omis pendant le règne de Laurentos, on va dire. Après, en tant que personne, je ne le connais pas du tout, donc je ne vais pas commenter. Ses agissements au bord du bassin, moi, je pense que c'était j'ai toujours trouvé quelqu'un d'autant, quelqu'un qui était pas, on pouvait pas l'approcher, quelqu'un qui pensait tout savoir. Lorraine l'a suivi un peu dans sa façon de diriger l'équipe et je pense que elle le paye aujourd'hui et c'est pas de sa faute, je pense. Parce que j'ai appris que Lucas Hurtier et Thibaut Simon étaient provisoirement à la tête de l'équipe nationale. Donc Lorraine a disparu peut-être de la scène féminine, je sais. Je pense qu'elle a payé le fait que elle ait suivi Laurentos pendant son règne. Après voilà, c'est mon avis personnel. Je sais pas ce qui se passe bien sûr à l'intérieur de l'équipe de France. Voilà, moi à chaque fois que je l'ai rencontré, que je le voyais au bord des bassins, je l'ai vu au championnat d'Europe moins de 19 cet été à Zagreb. Pour moi, c'est pas un entraîneur digne d'une équipe nationale. Je ne remets pas en question son savoir ou la façon dont il entraîne, mais l'attitude de la personne, voilà, c'est pas. On était vraiment surpris quand je le vois de l'extérieur. Même mon staff m'a dit mais c'est lui l'entraîneur et j'ai dit ouais c'est lui. Ah ok, c'est vraiment. Enfin voilà, c'est ce qui dégage. Enfin, est vraiment bizarre. Après, je remets pas en question, comme je dis, ses qualités en tant qu'entraîneur, mais en tant que personne, tout ce qui est sorti récemment, les derniers mois, peut-être que voilà, c'est le résultat de la personne aussi. Ses agissements, ces agissements, c'est quelque chose que je vais pas commenter, mais voilà, son parcours à la tête de l'équipe nationale et le fait que le championnat de France soit ce qu'il est aujourd'hui, je pense qu'il est pas. Je pense qu'il y a des choses il est responsable. Il est responsable de pas mal de maux du water-polo féminin en France aujourd'hui. Après, j'ai pas envie non plus de tout jeter sur lui parce que il était pas tout seul dans ses décisions. Non, ce qui est un peu dommage, c'est que pour une compétition unique comme les Jeux, parce que je pense qu'on aura du mal, l'équipe nationale à se requalifier pour chez les filles en tout cas. Il y avait eu l'effort de naturalisation, notamment de la gardienne Maya Ekro. Il y avait une hongroise, donc il y avait quand même des moyens qui avaient été mis. Et c'est un peu dommage de faire un one shot comme ça d'un ovni qui vient quasiment 6 mois avant les Jeux et puis juste après les Jeux qui s'en va. On aurait peut-être pu confier cette équipe nationale à quelqu'un du cru, pourquoi pas alors d'ailleurs, mais au moins quelqu'un qui connaissait les filles, qui connaissait le polo féminin français.
ouais, c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça se termine un peu en eau de boudin, ce truc-là. Et moi, j'ai juste l'impression d'un opportunisme de pouvoir faire les jeux avec une sélection, de s'en foutre un petit peu de ce qui se passe avant et après. Et puis pas de travailler c'est pas un bâtisseur, quoi, pas de travailler dans la continuité, de juste venir comme ça sur l'effet d'aubaine de pouvoir entraîner une sélection olympique un peu sur les jeux. C'est mon avis à moi. Comme toi, je suis pas à l'intérieur de l'équipe, mais d'un œil extérieur, c'est ce qui me revient un petit peu. Mais après, pour enchaîner sur les performances des jeux, moi j'ai suivi les matchs de l'équipe de France et quand elles ont battu l'Italie, je me suis dit bah voilà, elles se sont donné les chances, elles font ce que les garçons peut-être n'arrivent pas à faire. Voilà, elles sont au jeu, on commence, on bat l'Italie, parfait. Et là, il y a le match de la Grèce qui arrive. Et alors peut-être que j'ai tort de penser comme ça, mais un quart de finale aux Jeux Olympiques, ça arrive peut-être jamais à beaucoup de personnes. Et s'il y a 1% de chance d'aller en quart de finale, peu importe, je suis désolé. Et là, peut-être que je vais heurter la sensibilité de beaucoup d'entraîneurs, mais peu importe la façon, euh, les filles, je leur dis, fais une passe, Mia, ferme les yeux, le ballon passe, on va en quart de finale. Et c'est pas juste le fait d'aller en quart de finale, c'est aussi le fait de pouvoir continuer l'aventure olympique. Parce qu'après un quart de finale, il y a d'autres matchs. Il y a des matchs de classement. Donc, match de classement, Ouais, ça mais veut dire peut-être... Aurel, attends, il y a une différence entre une grecque shoot et tu laisses passer. Ça va. Je l'aurais fait aussi. Mais dire à une de tes joueuses, tu fais une passe à la gardienne pour pouvoir atteindre le fameux -8 qui éliminait l'Italie et qui qualifiait la France, tu fais une passe en retrait à ta gardienne et la gardienne, elle la laisse passer devant 17 000 personnes, devant la télévision, les jeux, tu fais ça dans un championnat d'Europe à Bucarest, ça passe pas aux 20 heures. Tu fais ça sur une compétition olympique où l'intégrité, l'éthique sont quand même super importants. Tu vas te retrouver. Alors c'est sûr, là on parlera du water polo comme jamais on en a parlé. Mais là tu vas te retrouver avec T'as vu ce que les Italiens chez les garçons ont subi quand même un retrait des championnats du monde pour juste avoir joué le jeu quand même, mais en protestant à leur façon, en commençant le match, en sortant un joueur pendant 4 minutes. Enfin, on va pas refaire le truc, mais pour protester contre l'exclusion de Condémy dans le quart de finale contre la Hongrie. Est-ce que tu imagines le retentissement et le truc? Alors, je sais qu'un quart de finale, c'est unique, mais ce qui aurait été unique aussi, je pense, c'est le retour de la chose. Enfin, pour moi, je pense que c'était pas envisageable un événement aussi majeur que ça et aussi, enfin, avec une loupe extrême en plus dans les jeux qu'on organise nous. Donc, je pense pas que ça aurait été envisageable. Comme je t'ai dit, j'ai dit, je vais heurter la sensibilité de beaucoup de personnes en disant ça. Après, on parle d'éthique. Les Grecs, elles se sont pas gênées de pas tirer cette dernière zone plus. Mais les Grecs, pour en avoir parlé avec Laure, et j'ai quelques petites connexions en Grèce, elles l'ont fait exprès, hein. Je veux dire, le Laurentos parce que bon, il n'y a pas de hasard, faut pas déconner. C'est-à-dire que donc il te faut 8 buts pour éliminer l'Italie, qui malgré tout, même si on les avait battus, je reste persuadé quand même que l'Italie, dans le reste de la compétition, pouvait présenter un danger supérieur à la France contre la Grèce. Tout d'un coup, parce que si tu veux pas arranger le match, tu vas pas jusqu'à 11-4. Là, tu vas jusqu'à 11-4, t'as une possession pour qualifier la France et tu la joues pas. Donc, pour moi, c'est volontaire à 100%. C'est une façon de dire, voilà, écoute, on arrive là au bord du truc, t'as failli te qualifier, mon gars, mais t'iras pas parce que nous, on veut pas que tu y ailles. Et je pense pas que le 11-4 soit, si tu veux arranger un match, tu t'en boucanes pas à aller jusqu'à 11-4, tu fais les choses avant et puis on n'en parle plus. Mais ça, pour moi, tout ça, c'est volontaire et tu peux pas, la qualif de Rio des garçons, pour moi, ça, il y a aucun sujet là-dessus. T'as une possibilité de jouer les Pays-Bas, même si on est passé, par le chat de l'aiguille contre les Pays-Bas, mais les Pays-Bas, c'est 50-50. L'Espagne, à cette époque-là, c'était 90-10. Donc, que tu joues pas le Canada
pour avoir une meilleure chance de jouer l'Espagne, de jouer la Hollande au lieu d'Espagne. Mais tout le monde aurait fait la même chose. Par contre, là, de marquer un but contre ton camp parce que les Grecs veulent pas le marquer, ce but-là, là, on est quand même dans un cas de figure qui est largement différent. Ouais, après, je pense que quand j'ai dit marquer contre son camp, c'est sûr, si tu te retournes, tu fais une passe à la gardienne et qu'elle tourne la tête. Mais après, il y a plusieurs, enfin, moi, je suis un défenseur pointe. Christophe était un défenseur pointe. Je pense que c'est arrivé plein de fois que récupérer la balle et tout, jeter la balle derrière moi. Après, voilà, j'ai pas envie de créer une polémique. Je veux juste dire que faire un quart de finale, ok, on serait passé aux 20 heures. Et ben, c'est très bien. Et ben, au moins, comme tu dis, on aurait parlé du water polo. Je pense que dans ma carrière de joueur, moins d'entraîneur, parce que voilà, de joueur, ça a été plus long. Je me suis fait tellement, j'aime pas le terme, enflé par rapport à des arrangements entre pays qui veulent, voilà, qui vont marquer contre leur camp parce que c'est arrivé, ou qui vont pas jouer pour pas faire passer la France, ou que, voilà, ben, moi, je suis un quart de, j'ai la possibilité, la chose, c'est que elles se sont donné la possibilité d'être dans cette situation en battant l'Italie. Si on avait perdu l'Italie le premier jour, derrière, bon, bah, mais là, t'as une chance, t'es là parce que, voilà, t'as gagné l'Italie. Et, bah, voilà, t'es à un but de faire un quart de finale. Temps mort, les filles, on va falloir qu'on fasse une tactique inversée pour que le ballon il rentre dans notre but. Mais après, voilà, Oui, mais c'est après, ma façon de penser. oui, après, si les Grecs veulent pas le mettre, c'est un autre cas, quoi. Que tu prennes un temps mort et que tu dises, voilà, on laisse passer. La fille, elle shoot, il faut qu'elle cadre son shoot, évidemment, mais elle shoot, et tu dis à la gardienne, tu touches à rien. Là, si t'es la fédération internationale, comité olympique, etc., tu peux pas sanctionner. Tu peux pas dire la gardienne n'a pas fait le maximum. Mais prendre le ballon comme ça, s'approcher et le mettre dans la cage. Non, mais Non, j'ai compris, Aurélien. Mais tu sais, au jeu, tu peux être disqualifié aussi, hein. Il y a l'éthique, il y a le respect de l'éthique, etc., etc. Je pense que ça serait mal passé. Et puis après, tu sais, alors un quart de finale, c'est important. Mais après, tu t'achètes aussi, tu peux t'acheter 30, 40 années de galère derrière en faisant un geste comme ça. C'est pas une médaille d'or olympique. Une médaille d'or olympique, c'est différent. Un quart de finale, on n'aurait pas été sur le podium. Donc je pense que c'est risqué quand même, c'est risqué d'être mis à l'index, mais grave, pour, je vais pas dire pour pas grand chose, mais c'est pas un podium, quoi. Donc, enfin, moi, je l'aurais pas fait. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je l'aurais pas fait. On est d'accord. Quand j'ai dit marquer contre son camp, je pense que c'est dans le match. Je pense que c'est aussi avant le match. Si on est dans une situation à -7, les filles, il faut prendre le 8e. Si on veut passer, il faut prendre le 8e. Donc après, je pense que quand j'ai regardé le match, et il y a des moments, je me disais, mais en fait, on a envie c'est bizarre parce qu'on dirait qu'on a envie de jouer ce match. Alors que non, on devrait avoir envie de jouer le match, mais on sait très bien que il faut perdre de 8 buts. Donc, voilà, un shoot cadré, eh ben, ça devrait être presque but tout le temps. Ça devrait être les consignes. Alors, je ne dis pas de prendre la balle, de se tourner et de shooter dans sa propre cage et que la gardienne est sous l'eau et tout. Mais je pense que l'approche du match, alors oui, au départ, on va jouer le match. Mais soit tu gagnes, soit tu perds de 8 buts. Gagner les Grecs, voilà, bah c'est pas évident, sachant tous les autres tours avec l'entraîneur et tout. Donc ta seule chance d'aller en quart, c'est de perdre de 8 buts. C'est dur à dire parce que je vais en quart, je perds de 8 buts, mais c'est quelque chose qui doit être dit avant le match. C'est quelque chose qui doit être, voilà, pendant le match. Et ben on est à -6, -7, et les filles, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que l'aventure olympique s'arrête aujourd'hui? Vous voulez avoir 3 autres matchs de classement et peut-être gratter une victoire encore, parce que tu sais pas, tu rentres dans les 8, tu joues ta place de 7e, tu gagnes, ben voilà. C'est personnel, ça aurait été mon discours. Je sais que, voilà, comme je l'ai dit avant, ça va heurter un peu la sensibilité de certains entraîneurs on parle d'éthique et tout. Moi, je pense que un quart de finale aux Jeux Olympiques, ça arrive, tu disais, on en a pour 30 et 40 ans, de chat noir. Je pense que ça arrive même pas tous les 30 et 40 ans qu'on aille en quart de finale. Donc, voilà, après, c'est une discussion commune avec l'équipe aussi, de savoir ce que les filles veulent faire. C'est pas imposer, voilà, les filles, on va perdre de 8 buts, c'est sûr. Comment vous voyez la suite de l'aventure? Est-ce que ces 8 buts, c'est envisageable parce qu'on veut jouer après, ou alors on va tout donner, on va essayer de gagner? Après, il faut être dedans. Moi, j'y étais pas, je l'ai vécu devant ma télévision.
Et j'avoue que quand j'ai vu la Grèce avoir une zone plus et commencer à faire des passes, je me suis dit, c'est la première fois que je vois un entraînement de zone plus sans shoot depuis un moment. Voilà, ben elles ont mis la France dehors pour certaines raisons. Après, Lorantos a trouvé un club directement en Grèce, hein. Donc Oui, et ouais. qui joue en Champions League aussi et qui est qualifié pour les quarts de finale. Donc ça aussi c'est une chose. Il a été forcé de partir, mais enfin moi j'aimerais bien en tant qu'entraîneur que si on me fasse démissionner, je démissionne, ou alors qu'on me vire de ma position. Dans la semaine, je trouve un club qui est en Champions League, c'est sympa. Enfin, je pense qu'il y avait ça, c'était déjà prévu aussi. Mais bon, après voilà, c'est mon avis personnel sur ça. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de l'émergence des résultats, positifs des garçons, Doha, les jeux, etc. Où c'est là, on disait dans le podcast précédent, c'est la première fois. En fait, c'est la première fois qu'on est déçu parce que c'est la première fois qu'on espère. L'espérance que l'équipe a générée au travers des résultats super positifs a créé un espoir qui a été un peu douché. Chacun aura son avis là-dessus. Mais qu'est-ce que tu penses de cette émergence peut-être ponctuelle, mais en tout cas de ces résultats-là qui a mis un coup de lumière, un coup de projecteur sur l'équipe de France masculine? Alors Doha, c'est un résultat incroyable. Je pense que revenir dans le top 4 mondial, ça va pas être chose facile. Ensuite, et ça a été évoqué dans différents podcasts, je pense que c'est dur à dire. On s'est trompé de compétition. Les autres équipes, c'est l'année des Jeux. La plupart sont déjà qualifiés. On va au championnat du monde. On est là, on est en plein milieu des championnats européens, clubs et tout. On va au championnat du monde. On y va pour gagner, mais c'est pas une priorité. On est en préparation pour les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et être champion olympique, ça arrive pas à tout le monde. Sachant que depuis quelques années, c'est toujours les deux mêmes nations qui gagnent la médaille d'or. Donc voilà. Arriver quatrième, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Après, je pense que ça a donné peut-être des faux espoirs, malheureusement, à toute la communauté poloistique en France. Et moi, le premier, quand on est arrivé au jeu, je me suis dit, on est à la maison, on va faire un résultat. Ça a parlé de médaille. Alors oui, parler de médaille, pourquoi pas. Mais quand on regarde et quand après les Jeux, c'est facile de parler. Quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, 2 ans, où l'équipe de France a fait certains résultats, les Jeux Olympiques, je pense que c'est un peu la réalité de notre niveau actuel. C'est dur à dire, mais on était prêt trop tôt dans l'année et contre des équipes qui n'étaient pas du tout prêtes. Et ce qui nous a permis d'avoir certains résultats. Après, on arrive au jeu, voilà, on est en poule, on perd l'Australie. Bon, l'Australie qui fait un super tournoi, mais quand tu finis quatrième au monde, tu fais les Jeux Olympiques chez toi, euh, la défaite contre l'Australie, c'est même pas quelque chose que je pense qu'ils avaient envisagé dans les poules. Et voilà, on fait malheureusement, on fait des Jeux Olympiques, on fait un début de compétition qui est pas celui qu'on attendait. Et voilà, le résultat Bah, final. En fait, je vais Vas-y, nuancer vas-y. un tout petit peu parce que on perd la Hongrie d'un but. Pour le premier match, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, il faut quand on parle de nos générations à nous, faire un but la Hongrie, c'était déjà quand même pas mal. On bat le Japon derrière, donc en fait, nous le target, c'était l'objectif, c'était de battre Japon-Australie, et puis bah on n'avait pas prévu cette Australie-là, faut avouer, au-delà de notre défaite contre eux. Mais c'était ce truc-là de battre Australie-Japon, de rentrer dans l'écart, et puis bah dans l'écart sur un match à la maillotche comme ça, essayer de passer, et puis bah après tout est possible. On n'avait pas vu cette Australie-là arriver. Je suis d'accord avec toi, quand tu organises les jeux à la maison, bah de toute façon, si tu as des ambitions, il faut battre l'Australie. On s'est aperçu que même en battant Australie-Japon, bah malheureusement, ça aurait pas été suffisant. On fait 2 buts l'Espagne dans un match un peu anecdotique parce que les deux équipes étaient de risquer plus rien, j'allais dire. Ils nous avaient mis l'eau à la bouche avec ces puis même il y a Doha, mais Doha suit Fukuoka où la France avait fini 6e avec, je le rappelle quand même, un match contre l'Espagne où on a les cartes en main pour passer en demi et on perd alors qu'on mène 6-4 à 2 ou 2,30 de la fin, un truc comme ça, et on s'écroule un petit peu. Donc c'était pas un coup de chance, j'allais dire, Doha, ça suivait quand même des choses positives qui avaient été faites. Et c'est vrai que là, je te retiens, c'est la compétition ultime, les jeux, et les équipes
les équipes, si on doit, en plus il y avait un championnat d'Europe aussi cette année-là, donc si on fait les Europes, les mondes et les Jeux, la compète à gagner, c'est évidemment les Jeux. Ça sera toujours les Jeux, la compète à gagner. Et donc voilà, on a peut-être été prêt trop tôt. Je sais pas, c'est toujours facile après les compètes de dire ce qu'il aurait fallu faire. Mais voilà, je voulais avoir ton regard là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot sur on a un joueur quand même un peu hors norme qui est Thomas Vernou, que tout le monde s'arrache un petit peu et qui a des standards quand même de jeu exceptionnels. Qu'est-ce que t'en penses? Thomas, c'est un extraterrestre. Je suis l'équipe de France, je suis le polo Champions League, même si je suis passé du côté féminin, le polo masculin, je suis toujours, surtout au niveau européen, parce que voilà, regarder les matchs du championnat d'hiver à Malte, c'est pas quelque chose qui m'enchante énormément. Donc au moins j'ai la Champions League et la chance d'avoir le Final Four. Et j'espère que Marseille va venir au mois de fin mai à Malte. Ça va être difficile parce qu'ils sont dans une poule incroyable et je pense que c'est la seule poule où presque tout le monde au départ avait une chance de se qualifier. Donc je leur souhaite d'être à Malte fin mai. Mais oui, Thomas c'est un joueur incroyable avec je pense il arrive maintenant à avoir il est passé dans une dimension supérieure à Doha quand Mehdi était absent. Le fait de ne pas jouer qu'en pointe, ça lui a permis de prendre des responsabilités à l'extérieur, de jouer position 4, position 5. Et c'est là où il est passé dans une autre dimension pour moi. C'était quelqu'un en pointe, c'est un des joueurs que peu de défenseurs peuvent jouer un contre un. Il a une force incroyable. Mais à Doha, on a vu un Thomas avec Mike en pointe qui faisait le taf, avec Émile qui allait en pointe. Donc Thomas a pu s'amuser parce que je pense que à Doha, il a montré des choses, il s'amusait avec les défenses adverses au poste 4, prendre des coups francs et c'est devenu l'arme ultime entre guillemets en Europe parce que voilà, avoir un joueur qui va en pointe, qui personne ne peut prendre un contre un et qui peut jouer en extérieur, qui a un shoot incroyable, je pense que les entraîneurs adverses quand ils jouent la France, ils doivent se dire, mais voilà, comment je vais pouvoir arrêter ce mec-là? Parce que s'il est à l'extérieur, va falloir faire attention. S'il rentre en un contre un en pointe, j'ai un problème. Donc voilà, Thomas, Ouais, il peut rentrer, il peut commencer poste 5. Qui sort tous les 40 ans, quoi. Il peut commencer poste 5 et rentrer en deuxième pointe. Et là, t'es en panique assez rapidement parce que si la balle rentre vite, effectivement, en un contre un, il est assez dévastateur. Donc, on a une pépite qu'il faut qu'on construise autour de lui. Et non, je voulais avoir ton avis. Et qu'on garde surtout. Oui, ça. Écoute, ça, on en parlera. Je vais pas dévoiler tous les invités qu'on aura, mais je pense qu'il sera amené à parler à ce micro et on discutera un petit peu avec lui de ça. Alors moi je voudrais, on a déjà bien discuté, on pourrait discuter encore un moment, mais il faut qu'on reste dans un temps raisonnable pour nos auditeurs. Je voulais juste avoir ton avis, alors juste pour Thomas, sans relancer le débat autour de lui, mais attention quand même à ce qu'on a pour habitude de faire souvent en France, quand on a quelques pépites qui sortent, un Wembayama au basket, etc., où tout le monde est derrière et que des fois, certains, on leur brûle un peu les ailes trop vite. Donc ça serait un peu pour tempérer quand même ça. Première chose. Et deuxième chose, cette année, on a un championnat masculin à 8 équipes. On a perdu 2 équipes en début de saison. Quel est ton regard et ton avis là-dessus, puisque je crois qu'en plus tu as toujours forcément quelques connexions en France, donc si tu peux nous donner des éléments là-dessus. En tant que livrien de naissance, et si Jonathan Moriamé nous écoute, je veux dire que je suis content que Noisy soit descendu. Non, je plaisante. Parce que comme ça, Livry a récupéré la domination en 93. Non, ça c'est une petite parenthèse. Bien sûr, c'est triste. C'est triste parce que c'est la façon dans laquelle, alors les deux clubs sont descendus. C'est différent, mais c'est triste parce que c'est quelque chose qui, si c'était pas arrivé cette année, ça serait arrivé l'année prochaine ou l'année d'après. Et c'est ça qui est triste parce que c'est pas quelque chose qui, voilà, on n'a pas le choix, on n'a plus de subventions. Alors, j'ai entendu le président de Mulhouse il y a quelques mois qui disait que voilà, ils avaient un projet et tout,
Ils avaient, bon, après eux, c'est différent, mais ils ont décidé de pas continuer. Tourcoing, d'après ce que j'ai entendu, bien sûr, parce que je suis pas dedans et moi aussi, je lis les journaux, comme vous avez fait pour moi. Tourcoing, c'est une situation qui, tous les ans, s'est détériorée. Il y aura aucun moment, à un moment, on se dit, voilà, il faut arrêter les frais. On veut rester où on est. On va essayer de rester, mais voilà, faut couper faut couper les dépenses, il faut couper. Non, ils ont continué, et voilà, et ils ont disparu. Noisy, c'est différent, mais c'est pareil. Je pense que Noisy, et voilà, je connais bien parce que c'est un club voisin. Noisy a voulu jouer le haut de tableau en France. On sait très bien que, et moi c'est mon avis, que il est impossible de rivaliser avec Marseille au niveau financier à tous les niveaux. Donc ils ont essayé et très bien, mais il y a un moment, je pense que voilà, ben maintenant ils le paient. Ils ont disparu et ils sont en fait Noisy est arrivé en haut du tableau et a disparu aussi vite. Et c'est bien dommage parce que Noisy, grand club formateur, Mehdi vient de Noisy, Moriamé, donc 2 joueurs qui ont fait les Jeux. Personne de Livry-Gargan, peut-être Nicolas Million a fait les Jeux en 92 en tant que réserve, mais alors voilà, ce serait le seul joueur de... Non, Non, Fred non. me dit... Fred tout de suite a sauté de sa chaise en disant non. Non, 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 Mais non, non. voilà, Noisy a formé énormément de joueurs dans la région parisienne et c'est dommage de les voir d'un coup disparaître du championnat. Et un championnat 10 équipes, c'était bien. Maintenant, un championnat 8 équipes, ben, c'est moins bien. Et j'espère que on va rester à 8 équipes, qu'on va pas descendre. Parce que, voilà, Marseille fait son cavalier seul. Je pense qu'en suivant les résultats, maintenant, il y a un championnat de vitesse. Il y a Marseille qui fait son championnat parce qu'ils doivent faire leur championnat pour faire valider leur participation en Champions League l'année d'après. Et après, bah, il y a un ventre entre Strasbourg, le PAN, Montpellier, qui essaye d'accrocher une 2e place, sans oublier les autres. Mais voilà, là, Taverny a fait quelques bons résultats récemment. Aurélien, Dis-moi. l'ultra-domination d'un club dans un championnat national, c'est le même cas pour Barceloneta en Espagne, pour Olympiakos en Grèce. Ferencváros, il y a plus de championnat hongrois, enfin il y a un championnat hongrois, mais il y a plus un championnat où il y a un suspense. Novi Beograd en Serbie, Recco, donc des années et des années en Italie, de 20-25 années de domination. Donc Marseille en fait suit un peu cette tendance-là. Et c'est comme ça. Je voulais te poser une dernière question. Est-ce qu'on a une chance un jour de te revoir en France, ou est-ce que tu es maltais définitivement à vie maintenant et que tu quitteras pas ton petit caillou méditerranéen? Alors, vu ma carrière, je pense que je peux pas dire que je vais rester à Malte toute ma vie, même si je pense que c'est un des pays où je suis resté le plus longtemps. Me revoir en France, pourquoi pas. La vie est plein de challenges. Si un jour j'ai l'opportunité de revenir en France pour entraîner une équipe, je discuterai à la maison parce que bien sûr, c'est pas une décision qui se prend, mais pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas en France ou ailleurs. Alors c'est vrai que la France, ça serait bien parce que ça me permettrait d'entraîner dans ma langue. Parce que depuis que j'ai commencé à entraîner, c'est que j'entraîne que en anglais, quoi. Des fois, j'ai des mots en français qui sortent. Voilà, j'ai des regards un peu ébahis en me disant, oh, ici c'est de l'anglais. Mais oui, pourquoi pas si demain j'ai une proposition en France, c'est quelque chose que je considérerais vraiment. Alors ça sera quasiment notre mot de la fin, mais avant de terminer, comme tu nous écoutes régulièrement, on finit par une question sur qui aimerais-tu éventuellement entendre à ce micro à ta place? Vous avez déjà eu pas mal d'invités et c'est bien parce que vous avez eu des invités aussi qui sont pas du polo. C'est difficile de dire un nom, de dire voilà, je voudrais ça. Si ça avait été possible, je vous aurais demandé d'appeler Nicolas Stamenic pour lui dire pourquoi il a fait un an. Mais non, je pense que peu importe la personne que vous allez avoir en invité, je pense que continuez ce que vous faites parce qu'il y a des passionnés qui vous écoutent et peu importe la personne, si elle est passionnée par le water polo, c'est toujours un plaisir d'écouter les gens, même si c'est des gens que moi je connais pas. Le président de Mulhouse, bon, Laure je la connais parce que
voilà, elle a joué plus longtemps que moi, c'est incroyable. Frédéric Audon, des joueurs avec qui j'ai joué et tout. Donc peu importe l'invité, je pense que si ça parle de water polo et si ça a de la passion pour le sport, c'est toujours un plaisir à écouter. Merci beaucoup Aurélien. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. On te remercie d'être venu à ce micro et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.